Attention, vous écoutez un programme audioactif. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans le premier Comics Discovery Vacances, puisque c'est toujours les... tu veux faire le... C'est toujours les vacances, ouais. Voilà. Mais je chanterai pas. D'accord. Je rappelle que c'est un nom que j'ai volé à Faye qui voulait faire Geek en série vacances. Mais ça s'appelle Geek en série. À chaque fois j'ai des idées, comme par exemple le fameux tirage au sort. Que je t'ai c'est volé. génial, je le prends. Mais zut, j'ai oublié de le faire, donc il faudra qu'on le fasse après. C'est une mission encore une fois préparée de façon... de se préparer, c'est très très bien. Donc on va vous parler de Vertigo, vous l'aurez compris. Dis bonjour quand même. Bonjour, oui, on va dire bonjour, je suis con. Oui, dire bonjour. Bonjour Charlie, bonjour Noémie et bonjour Faye. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, ça va bien. C'est pas encore vraiment les vacances, mais ça va bien. Ouais. Pour nous, ça a été les vacances. Là, on a pris 2 semaines de petites vacances. Voilà. Qui étaient plus épuisantes qu'autre chose, mais on sait notre vie, on va pas vous raconter. C'est la jeunesse, vous avez vu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Si vous avez vu un peu l'image, vous savez que pendant ces 2 mois de vacances de juillet-août, on va vous parler de Vertigo. Je vous expliquerai après pourquoi on parle de Vertigo et mais pourquoi c'est bien. Il Il y en a qui ont demandé sur le Discord si on avait parlé de Vertigo le film. On verra, peut-être qu'on fera un ciné-blabla sur Vertigo. Peut-être moi, je le fais quand tu veux. Il faudrait que je le voie avant ça. Mais si je te l'ai montré. Est-ce qu'il y a un lien entre le film Non, je crois pas. Je sais pas, mais c'est toujours bien de parler d'Hitchcock. Oui, c'est sûr. Je sais même pas pourquoi. J'ai fait des recherches, mais j'ai pas regardé pourquoi Vertigo s'appelle Vertigo. Je ne sais pas. Parce que c'est des livres qui donnent le vertige, tellement ils sont nombreux. Ouais. Moi, je le fais juste pour le jeu de mots l'été vertigineux, parce que je trouve ça magnifique. Et le mec, il rigolait tout seul quand il a eu son idée. Ouais, c'était génial. Mais comme d'habitude, on va commencer avec des petites news avant de se lancer dans Preacher, puisque oui, vous avez lu le titre, vous savez qu'on va vous parler de Preacher, de Garth Ennis et de Steve Dillon. Mais avant ça, des petites news, donc générique des news. News, c'est les news, c'est tout frais. Merci beaucoup pour ce générissime. Alors, si vous connaissez un peu le comics game français, le nom de Xavier Fournier, ça doit forcément un peu vous parler. C'est un peu l'expert en super-héros français. Il fait beaucoup de conférences dans plein de conventions, Comic-Con, Lyon BD, Festival, tout ça. Vous avez sûrement vu son nom passer, ou si vous avez la chance, vous avez sûrement vu une de ses super conférences. Et aussi, on le voit souvent dans les médias généralistes, notamment France Inter, on l'a même vu sur BFM TV, des trucs comme ça. C'est bête, c'est que des chaînes que je regarde pas. Ouais. Du coup, je l'ai jamais vu en fait. Oui, les médias généralistes, on ne regarde pas trop ce genre de trucs. Mais d'habitude, quand il faut expliquer un truc de comics, c'est lui qu'on appelle. Pour dire que c'est dangereux pour les enfants. Non, pour dire que c'est bien. Ah, d'accord. Et c'est surtout le rédacteur en chef du Feu magazine. C'est dommage, il est mort. Mais c'était un magazine de référence. Le magazine, parce que le rédacteur en chef n'est pas mort. De Comics Box. Et c'est là qu'on sort l'émission. Ah, ce serait dommage. Non, j'espère pas, parce que donc Comics Box, qui était le magazine de référence sur le comics français, avec beaucoup d'analyses, beaucoup de on avait acheté une fois dans le train. Ouais, j'en ai acheté pas mal. J'aime beaucoup ce truc. C'était très 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 bien. Et c'est dommage que malheureusement ça soit mort, comme un peu une bonne partie des magazines français. À cause de la distribution, tout ça. Mais c'est un autre débat dont on ne parlera pas. Mais du coup, pourquoi je vous parle de ce monsieur ? Car en fait, quand ce monsieur parle, souvent on lui écoute, et souvent quand c'est un sujet aussi passionnant que Jack Kirby, on l'écoute encore plus. Et Xavier Fournier est en train de préparer un livre sur ce qui doit être un des auteurs les plus intéressants et les plus importants de l'industrie. Kirby, ça vous parle pas du tout? Ça nous parle, mais peut-être pas dans cet univers-là. Si, quand même. C'est Jack Kirby, c'est ça? Ouais. C'est pas un des. Ah oui, c'est un des piliers du comics en fait. Oui, c'est un ancien. C'est lui qui a inventé les 4 Fantastiques. C'est lui qui a inventé le Captain pote de America. C'est ça. C'est le co-créateur de tout l'univers Marvel. C'est son meilleur. Oui, ils sont plus trop potes sur la fin. Enfin, oui, ils sont tous les deux morts. Mais maintenant, plus cher, ils se sont retrouvés. Partenaires qui ont créé 99% des personnages de Marvel. Voilà, exactement. Et de chez DC, puisqu'il est parti chez DC, c'est lui qui a écrit une bonne partie du cosmique de chez DC.
notamment tout Mister Miracle, c'est un personnage de Kirby, Darkseid c'est un personnage de Kirby, tout ça. C'est tout Thanos et tout, c'est pas lui aussi. Non, Thanos c'est pas lui. Tout ce qui est un peu c'est qui déjà qui a fait tout ce qui c'est Starlin, c'est Jim Starlin. Starlin, voilà, je confonds Starlin Kirby, excusez-moi. Je sais pas si c'est Jim Starlin qui a écrit la première fois Thanos. Non mais tout ce qui est dans l'espace et tout, lui j'aime bien. Starlin. Mais c'est Starling. Jim Starlin. Jim Starlin. Peut-être que j'ai des conneries. Dites-moi, comme David. N'oubliez pas, Comics Discovery, l'émission approximative qui vous parle de comics. Donc tout ce qu'on dit, vous pouvez le prendre avec des pincettes et témoigner de votre frustration. De votre colère pour vous écouter. Donc en tout cas, Jack Kirby c'est un mec passionnant qui a une vie passionnante et qui a fait plein de trucs passionnants et qui a vraiment influencé la pop culture. Et Xavier Fournier est en train de préparer un livre sur le monsieur, mais c'est pas une des énièmes comme on peut en voir plein. Ça se trouve en boutique, vous en avez plein des biographies de Stan Lee ou des biographies d'un tel ou d'un autre. Là, il prend pas ce parti. Il y en a quelques-uns. Il y en a notamment une biographie de Stan Lee aux éditions Fantasque qui, je crois, est pas mal. Je ne l'ai pas lu, mais apparemment elle fait quand même assez référence. Ouais. Mais là, il est pas parti sur cet aspect-là. Il est parti sur le côté vraiment comprendre les influences, comprendre qu'est-ce qu'a essayé de faire Kirby et essayer de comprendre le monsieur plutôt que d'essayer de raconter sa vie. Et je trouve que c'est plutôt cool comme parti pris. Le livre va s'appeler Kirby Sphere. Il y a un Ulule si vous voulez participer et l'aider à financer son projet. Donc le lien est dans la description, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Moi je peux que vous conseiller d'aller de voir tout ce que fait Xavier Fournier parce que c'est un mec passionnant qui vraiment sait de quoi il parle, contrairement à moi. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller. Tu es trop sévère avec toi-même, James. Peut-être. Donc en tout cas, ça a l'air cool. Est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que vous aimez lire des bouquins sur les gens qui ont influencé la pop culture, ce genre de choses? On est obligé de dire oui, c'est ça. Oui, non, mais oui, moi, oui, carrément. Des fois, j'aime même bien commencer par un bouquin sur un auteur ou quelqu'un ou un réalisateur ou quoi ou qu'est-ce, avant même d'aborder son œuvre à proprement parler, parce que finalement, des fois, j'aime bien quand on me donne déjà les clés avant. En fait, c'est comme ça, je vais moins rater certaines choses en voyant le film ou en lisant son œuvre, ou même comprendre justement l'incidence de sa vie. Que ça peut avoir justement sur son œuvre. En fait, je trouve ça intéressant de d'abord connaître la personne avant de lire ou de voir ce qu'il a fait. Ouais, c'est marrant parce que c'est l'opposé absolu de moi. J'ai besoin de connaître, vraiment adorer l'œuvre pour avoir envie de m'intéresser précisément. Enfin, comme tout le monde, je vais sur Wikipédia pour en savoir un peu plus, mais si je veux vraiment approfondir, pour que j'ai envie d'approfondir, faut vraiment que j'ai adoré tout son travail, quoi. C'est l'autre sens. Okay. Eh bien moi je suis une fusion de vous deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ose pas trop voir leur travail, j'ai besoin de connaître un peu avant, tu vois, pareil comme tu dis pour avoir les clés et choses comme ça, et d'autres gens que j'adore et j'ai envie d'en savoir un max sur eux, et c'est vrai que ouais, j'aime bien ce genre de lecture ou même des documentaires, et souvent des documentaires intéressants sur OCS pour les gens qui vont ni au cinéma. Ouais, et moi je sais que voilà, je me régale à comprendre le processus créatif. Mais des fois ça te donne on peut parler de clés, mais des clés pour comprendre un peu l'univers et essayer de comprendre pourquoi ils sont partis sur ce truc. Des fois se dire mais c'est pas ce qu'il a vécu. Enfin, je pense on en parlera juste après, mais Garcenis qui est irlandais, qui a vécu à Belfast, ça explique peut-être certains, ou même Sean Murphy qui a été dans une famille très religieuse, ça explique pourquoi ils parlent de religion et pourquoi ils ont ce côté très iconoclaste sur certains sujets, quoi. Des fois tu te dis c'est pour ça qu'il a cette mais tu vois, ça me rappelle quand je faisais Histoire des Arts au lycée, quand on faisait de l'analyse d'œuvre, on partait toujours, tu vois, du général, du contexte dans lequel l'œuvre était sortie, du contexte de l'auteur à l'époque, quelle était sa vie, quel était son état d'esprit, et tout ça, en fait ça permettait de pouvoir mieux comprendre l'œuvre et d'étudier ensuite en détail chaque petit détail de l'œuvre et tout, de pouvoir peut-être le rattacher justement à ce fameux contexte et tout. Et c'est vrai que ça donnait des clés pour comprendre. Et il y a des fois des films ou des bouquins ou même des tableaux, tu vois, où je me disais bof, et en les étudiant, en essayant d'analyser, de les comprendre, j'ai compris plein de choses justement qui m'étaient pas venues à l'esprit, tu vois, la première contemplation. Et du coup, ça m'a appris à avoir un nouveau regard dessus. Des exemples à donner. Par exemple, tu vois, un exemple, c'est l'art abstrait. Avant de faire l'Histoire des Arts, j'avais, du mal, je comprenais pas. Je me suis dit, c'est trop simple, tu mets un point sur un tableau et c'est youpi, tu vois. Et en fait, quand tu commences à analyser, à avoir des
des peintres, des choses comme ça, tu commences à comprendre leur démarche et tu vois que c'est quelque chose qui est très sur l'émotionnel. Ça va être une réaction à un événement, une réaction à quelque chose de leur vie privée. C'est vraiment des émotions que tu te prends comme ça, tu vois, au visage. Même des personnes qui vont faire, par exemple, comme Soulage, qui vont faire des tableaux monochromes où ça va être que du noir et ils vont travailler sur la texture, sur plein de choses. Bah, au premier regard, tu te dis bon bah super, moi aussi je mets du noir sur un tableau, youpi. Mais tu te rends compte que en fait, le fait d'utiliser des matières différentes, d'utiliser voilà des je sais pas, il va faire des tableaux où ça va ressembler à du bois, après ça va ressembler à autre chose, et tu vas commencer en fait à ressentir des choses, à même toi te projeter dedans. Enfin, je trouve ça super intéressant. Même dans des films, tu vois, genre Ex Machina. La première fois que j'ai vu le film, à la fin du film, je fais mais non, c'est pas possible. Et toute la nuit, mais je vous jure, j'en ai pas dormi toute la nuit. J'ai fait que réfléchir sur le film, me poser des questions. Après, je suis lire des trucs et tout. Et au matin, je dis c'est génial. C'est le meilleur film que j'ai vu. Ah ouais, mais vraiment quoi. Ok, mais en tout cas c'est cool. Xavier, on peut que espérer. Je l'ai regardé hier, le crowdfunding il était à 92%. Donc je pense que ça va marcher parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça et il lui restait un peu encore un moment. Donc on peut que lui souhaiter que ça marche et que ça continue. Et on espère qu'on retrouvera partout son et notamment chez Easter Egg son bouquin qui s'appelle Kirby Sphere, donc sur Jack Kirby. Voilà. Oui, non, vous voulez rajouter quelque chose? Non, bah oui, on va se renseigner, on va voir. Oui, s'il est dispo dans le circuit. Ouais, je crois qu'il a un éditeur classique derrière quand même. J'ai pas noté le. Nous l'aurons. Oui. D'accord, bah c'est génial. On va parler d'autre chose et on va parler de coffret Blu-ray. L'année dernière, on a eu le droit à une très belle remaster de Batman The Animated Series de Paul Dini et Bruce Timm. Et bien en septembre, vous aurez la suite futuriste de cette série qui est géniale, qui s'appelle Batman Beyond. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Batman Beyond, c'est un animé qui se passe dans le futur où Bruce Wayne a dû raccrocher le costume car il était un peu trop vieux. Il a 110 ans, je crois, dans la série. Ouais, il est très vieux. Et surtout que les rhumatismes, ça c'est pas facile. Un truc qui m'a marqué, je sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on voit dans le pilote, c'est la raison pour laquelle vraiment il s'arrête parce qu'on sent qu'il aurait, du voix dans le pilote qu'il a encore du répondant, mais il se retrouve. Il a des soucis de cœur quand même. Il a des soucis de cœur et en fait il se retrouve à prendre un pistolet face à quelqu'un. D'accord. Et là tu vois à quel point en fait c'est ce que disait Faye parce qu'on est en train de préparer. Attention spoiler, on prépare un geek en série sur. La deuxième émission de la saison sera un geek en série, Batman Beyond. Je vois des gestes à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non. Il aura entendu. Ouais, t'inquiète, je l'engueulerai s'il fait du bruit. Ok. Donc voilà, donc je vous l'annonce. Vous savez que la première émission sera sur Game of Thrones pour le bilan et la deuxième émission sera sur Batman Beyond. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, vous l'avez revu récemment? Ouais, on est en train de les revoir. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu à l'époque. Pour moi, c'était le meilleur dessin animé que j'avais jamais vu à l'époque. Et ça l'est encore. Ça l'est toujours? D'accord. C'est très bon, mais il y a quand même des épisodes qui sont un peu en dessous, je trouve. Un peu écrit avec les pieds. On a vu que le début de la première saison. Et il y a des épisodes un peu bas du front. Mais je pense que c'est peut-être il y a toujours des fillers, tu peux pas être génial à chaque épisode. Ouais, mais non, parce que Batman la série animée, c'est tout le temps bien. Non, il y en a qui sont pas très bons. Il y en a qui sont quelconques. C'est jamais mauvais, mais des fois c'est quelconque. D'ailleurs, je trouve que tu lui dis ça. Les derniers sont bien meilleurs. J'avais remarqué. Il y a des gens qui aiment pas la quand ils changent de design, quand ils changent légèrement de design. Moi, c'est le design, j'ai du mal, mais j'ai trouvé que le scénario était encore mieux foutu en fait. Mais bon, peut-être que ça divise. Mais au niveau scénario, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est vrai que c'était vraiment le design, ça m'avait fait bizarre en fait. Moi, je me souviens d'une émission de ces dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne, donc une chaîne YouTube qui parle de dessins animés, qui justement déteste ce qu'ils appellent la seconde série. Notamment pour Nightwing, parce que Nightwing devient un connard, mais Nightwing est toujours il a une coiffure mulée, non? Oui, il a une belle coiffure mulée, c'est la seule personne qui peut avoir quelqu'un qui a une belle coiffure mulée, et ce costume si génial. Donc en tout cas, Batman Beyond, donc Bruce Wayne a dû raccrocher le costume à cause de problèmes de cœur et de vieillesse, et il se trouve un jeune acolyte qui s'appelle Terry McInnes, et en fait il va prendre un costume amélioré technologiquement pour défendre le Gotham du futur, avec beaucoup de références à Akira, disons qu'il y a énormément de mélange dans cette série. On sent vraiment une influence japonaise dans le truc. C'est vraiment une série qui vaut le coup d'œil. Et donc non, je disais en septembre, c'est en octobre que vous allez avoir ce coffret Blu-ray. Il y aura deux coffrets, un coffret de luxe et un coffret normal. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement dedans. Je sais qu'en tout cas il y aura la série et le film The Return of the Joker, ce qui est vraiment très cool.
il est pas aussi cool que l'était Batman et le Fantôme Gris, puisque c'est le meilleur film. Il faut qu'on le prenne celui-là. Ça reste le meilleur film Batman de tous les temps. Mais tu vois un exemple, la première fois que je l'ai vu, je dit ouais bof, et la deuxième fois j'ai mieux aimé. Je peux pas dire ça. Mais je l'ai vu jeune la première fois sur Canal, et je l'ai revu un peu plus grand, et là oui ça m'a plus touché. Donc si vous êtes fan de Batman, je pense que c'est un incontournable. Je sais pas, t'as vu si c'était dispo en DVD Alors oui, il y a plein d'éditions, plein de parties en DVD. Ouais, mais là c'est des intégrales qui direct. sont maintenant un peu chères parce que t'en as plus des masses, sinon t'as des éditions en import. Ouais. Donc là des beaux Blu-ray. Attendez le Blu-ray. Hein. Donc vraiment, et on espère vraiment, on espère qu'il y aura la VF. Sur le vilain Amazon, j'ai vu qu'ils annonçaient un prix de 110 € pour un coffret Blu-ray. Parce qu'il y a le Deluxe, il y a une à 70 et une à 110. J'ai vu que 110 avec et souvent il y a une figurine avec. Ça doit être ça. Donc, parce que dans le peut-être que j'ai des conneries, mais je crois qu'il y avait la Batmobile avec l'édition Blu-ray de Batman The Animated Series, la Deluxe. Donc voilà. Est-ce que ça vous parle Batman Beyond? Est-ce que tu disais que oui, moi j'adorais quand j'étais plus jeune et du coup j'ai avec ce fameux générique de le revoir quoi. Oui, le générique c'était génial ce générique. Oui, générique. Designé par Darwin Cook. Il est trop bien ce générique, il est génial. Mais c'est très hard rock un peu la musique, c'est un peu techno. Ça fait penser à Blade un peu, tu sens l'influence de Blade. Ça doit être les années 90. C'était la mode. L'époque F3X, le choc des héros. C'était génial. Donc en tout cas, on peut que vous conseiller. Vous conseillez tous les deux. Donc vous étiez fan de Batman Beyond. Oui. Ouais, moi, je serais curieux de le revoir du coup. Ouais. Est-ce que tu pourrais craquer pour C'est possible. Bon, pas pour le Deluxe, parce que faut pas rigoler non plus. Mais oui, bon, 110 balles. Ça rappellerait des bons souvenirs. Et c'est vrai que je serais curieuse de le revoir maintenant avec mes yeux d'adulte, de vieille. Donc voilà, on vous conseille ça et on va passer aux deux news un peu plus drôles et un peu plus on verra. Donc c'est un peu le running gag chez Marvel en ce moment, chez Warner, excusez-moi. Le film sur le Speedster de DC va changer une énième fois de réalisateur et de scénariste, puisque après le duo Goldstein-Delay, le mec de Bones il s'est barré alors. Le mec de Bones s'est barré, effectivement. Donc c'est parti vers d'autres projets. Apparemment c'est en commun accord. Comme un accord unidirectionnel de chez Warner, c'est un petit souci artistique, une petite divergence d'opinion, ça veut dire que les deux c'est un con en fait, c'est ça que ça veut dire. Même parce que je sais pas si vous vous souvenez ou si je sais plus si vous étiez là, mais Ezra Miller avait dit je vais écrire il devait écrire un scénariste avec Grant Morrison et si on ne prenait pas son scénario il partait. Ils vont pas prendre son scénario mais il reste quand même. Non mais tu vois c'est un truc que je comprends pas, c'est que Ezra Miller il a eu pas mal de critiques quand justement on l'a découvert en Flash et pourquoi est-ce qu'ils les gardent du coup les producteurs, puisqu'ils ont l'air de vouloir tout moi je trouve que ils ont viré Ben Affleck en fait. Mais c'est trop bien de jouer Flash, c'est le meilleur perso. Après par contre je veux bien qu'il reste juste pour l'avant-première parce qu'il s'habille toujours bizarrement aux avant-premières, c'est sympa. Le problème c'est pas de jouer Flash, c'est de jouer dans un film d'ici aujourd'hui en fait, parce que bon Aquaman c'était cool. Ouais, même heureusement qu'il y a Aquaman et Shazam était cool. J'ai pas vu. Donc mais bon les autres Shazam c'est un bon film de Noël, tu vois, que tu peux regarder avec tes gosses. Et Aquaman c'est un bon film pour gosses aussi. Aquaman, il y a Dolph Lundgren et ça c'est génial. C'est vrai, il y a Dolph Lundgren qui a des très beaux cheveux. Ça donne envie. Qui flotte. Ah mais Dolph Lundgren avec ses cheveux. Il y a moi je le dis à chaque fois, mais il y a un méchant qui a un casque et c'est le mec de The Conjuring. Le mec de The Conjuring, il a un casque. Mais je c'est vraiment le casque donc c'est kitschissime au possible. Il a le casque du comics et en fait c'est tellement ils sont allés dans les détails. En fait il a des sourcils qui sont très marqués. En fait les sourcils du casque bougent. Et je trouve ça génial. Je trouve que l'idée de dire allez on s'en fout, on va dans le kitsch à 100% et on s'en bat les couilles, c'est bizarre quand même toutes ces directions différentes qu'ils prennent dans les différents films, parce que là ils partent dans le côté kitsch rigolo, c'est la fête, et à côté de ça ils essaient de te faire des trucs du coup qui marchent pas du tout à côté, des trucs sérieux, et c'est ça, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais c'est parce que c'est le World of DC's, donc ils font des trucs un peu différents avec des parties pris différentes. Ouais mais il faut pas les lier. Il y a pas de ligne directrice en fait, ils arrivent pas à trouver leur voie en fait. Ils font plein d'essais différents, 9 fois sur 10 ça marche pas. C'est ça. Et je sais pas, c'est bizarre. En fait, il y a un problème avec eux qui savent pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils écoutent trop le public. Et il y a aussi un problème avec le public qui est tellement habitué à ce que propose Marvel que quand on leur montre autre chose, ils arrivent pas à sortir de ça. Alors qu'en même temps, ils disent oui, on veut autre chose. Tu vois, c'est un peu le même problème qu'il y a eu sur Star Wars.
Non, mais... Avec le 7, ça ressemble trop au vieux, et le 8, ça va pas, c'est trop nouveau. Voilà. Donc on va aller un peu vite parce qu'on veut parler de Preacher quand même. Du coup, c'est Christina Hudson, donc celle qui a écrit le scénario de Bird of Prey, dont on parlera juste après, qui va faire le scénario. Et le truc le plus surprenant dans cette news, c'est que c'est Andy Muschietti qui devrait qui est en discussion pour réaliser le film. Donc si vous ne connaissez pas Andy Muschietti, c'est le monsieur qui a fait Mama, qui a été un film d'horreur assez sympathique. Produit par Guillermo del Toro. Oui, effectivement. Et la fable horrifique, puisque c'est pas un film d'horreur, soyons. Moi, je dirais conte horrifique, initiatique. Donc Hit, chapitre 1 et 2, dont le deuxième sort en septembre. Ouais. Donc moi, je trouve, c'est bizarre qu'ils prennent un réalisateur de film d'horreur pour faire ça. Mais pourquoi pas? C'est peut-être parce que Ezra Miller il fait un peu peur, je sais pas, rappelle-toi de son film. Peut-être. Non, en fait, tu ne peux pas dire ça. Moi, il est génial cet acteur. Mais j'ai rien contre lui, tu vois, il m'amuse, mais en même temps il m'inquiète un peu. Si vous avez pas vu We Know to Talk About Kevin avec Tilda Swinton, où il est génial dedans, voyez-le parce qu'il est vraiment très cool. Après le mec de ça, monsieur Muschietti là, franchement je serais lui, j'irais pas. Parce que je pense qu'il peut faire autre chose. Il est en discussion pour l'instant, donc pas de... Parce que Mama était vraiment très bien, il sait gérer vraiment l'atmosphère, il gérait bien la lumière, il gérait bien ses acteurs, il y a pas de souci. Même ça, il est cool, hein. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, je trouve qu'il arrive bien à gérer l'idée première. Peut-être tu vas pouvoir être d'accord avec moi ou pas, je sais pas. Au niveau de ça, c'est-à-dire que Stephen King, mais Stephen King, quand il a écrit le bouquin moi j'ai l'impression qu'il voulait un peu travailler sur toutes les peurs qu'il y a, les peurs infantines, les peurs, tu vois, un peu légendes urbaines, les peurs du quotidien. Et je trouve que dans le film, justement, c'est ça qui m'a plu, parce qu'il fait ressortir tout ça. Et il te montre que quelque part, les peurs qui te font le plus peur, c'est les peurs du quotidien et comment arriver à passer au-dessus. Et ça, c'est bien intéressant. Mais je te conseille, celui-là, il est bien. Donc en tout cas, moi j'ai toujours envie de voir ce film Flash, puisque j'aime beaucoup Ezra Miller, j'aime beaucoup Flash. Pourquoi ils prennent pas Michael Bay pour faire Flash? Les explosions, la vitesse. Là j'irai, tu vois. Franchement, tant qu'on y est. Et je n'aime toujours pas cette série Flash qui est vraiment nulle à chier. Voilà. Non, on dit, alors, nos auditeurs vont t'envoyer des messages parce qu'à chaque fois je te le redis, on dit pas c'est à chier, on dit je n'aime pas avec des raisons. Ce n'est pas mon Flash. Et c'est une série pour filles. Voilà. Alors. Donc on va passer à très bien ce que tu dis. Mais c'est vrai. Tu dis je n'aime pas, c'est une série qui n'aime pas le Arrowverse. Qui a trop d'histoires d'amour, mais tu dis pas pour filles, il y a des garçons qui aiment bien les histoires d'amour aussi. James. Oui. Ah non, mais je vais être intraitable comme Pierre Martinet. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Le film Flash, ça vous parle? Vous avez envie de le voir? Pas du tout. C'est marrant parce que tu nous demandes souvent ça à propos des films d'ici quand on vient dans l'émission, et ma réponse sera toujours la même, absolument pas. Mais parce que Batman vs Superman est le meilleur film du monde. Non, il faut arrêter. Alors, en plus, c'est que peu importe le réalisateur qu'ils mettront, c'est Warner derrière qui décide de tout. Les réalisateurs dans ces grosses machines, ils servent à rien. Ils sont juste là pour la caution, pour mettre leur nom sur le papier. Quand c'était Nolan, il faisait ce qu'il voulait. Mais c'était un cas à part, parce qu'à l'époque, on n'y croyait pas, on s'en foutait du Batman. C'était pas grave. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de hype et tellement de pognon que le réalisateur, peu importe qui ce sera, il aura pas le choix. Joker, il fait ce qu'il veut. Je sais pas s'il fait ce qu'il veut. Si, il fait ce qu'il veut. Ouais, je sais pas. Moi, je me méfie toujours parce que c'est... Vu ses dernières déclarations, à mon avis, il fait ce qu'il veut. Ouais, après, bon, c'est un truc à part, peut-être, le Joker, je sais pas. Mais un Flash, à mon avis, je sais pas, comme Dark Phoenix, tout ça, non, c'est un peu... Ah non, quand même, s'il te plaît. Non, mais Dark Phoenix, c'était vraiment de la merde. Moi, j'avoue, je vais avoir une réponse beaucoup moins poussée que la tienne. C'est tout simplement que, voilà, Ezra Miller, petit cœur dans les yeux. J'ai envie de voir un peu ce qu'il peut en faire, en fait. Ah, jaloux. Non, mais c'est pour voir un peu ce qu'il peut en faire, justement. Ça peut être intéressant. Moi, j'avoue, sur le principe, voilà, je suis pas hyper fan de films de super-héros déjà de base. J'ai souvent un peu du mal, sauf quand on arrive à mettre un petit peu de second degré. Là, j'aime bien. Mais du coup, voilà, je serais curieuse de voir ce que Ezra Miller peut en faire, même si c'est pas lui qui décide, etc. J'ai quand même l'espoir de me dire que bon, l'acteur, il peut quand même insuffler un tout petit peu quelque chose de différent. Si t'aimes le second degré, vraiment, c'est un film parfait pour ça. Il faut absolument qu'on le voit. C'est un Marvel en fait, Aquaman. Non, franchement, ça va plus loin que Marvel. Ils se prennent moins au sérieux que Marvel. Ça va plus loin que Thor Ragnarok? Ouais. Moi, j'ai préféré Aquaman à Thor Ragnarok. Parce qu'il y a aussi de très beaux plans. James Wan, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les scènes d'action, qui maîtrise bien les ambiances. Le mec qui a fait Fast and Furious, là, c'est ça? Ouais. Et le mec qui a fait Conjuring, le mec qui a fait le premier saut, James Wan, c'est pas Jojo Lassie. Il a pas fait le premier saut. Si, il a fait le premier saut. C'est lui qui a fait le premier. Ouais.
C'est lui qui a même fait le court-métrage dont il a écrit, après il s'est un peu dissocié, mais oui, il a réalisé le premier saut. Mais moi je trouve qu'il y a des très jolies scènes dans Aquaman. C'est la scène avec les créatures des fonds. On en revient au même problème de réalisateur. Là, c'est l'exemple typique James Wan. Le mec, il a fait des films d'horreur, comme font tous les réalisateurs souvent en début de carrière, parce que c'est rigolo à faire et c'est pas cher. Il a fait Saw, qui est absolument génial, le premier, parce que c'était un film indépendant, il avait totale liberté. Et puis, il a fait quoi après? Fast and Furious, la grosse bouse. Mais le sien est pas mal. Alors après, pour l'avoir vu, plusieurs, il les a tous fait. Non, il a fait que celui où Paul Walker est mort, que le 8. Parce que justement, c'est pas lui qui a fait à partir du 4 ou du 5. Non. Le premier c'est Rob Cohen, ça Rob oui. Cohen. Après le 2 c'était un petit tâcheron. On va pas faire. Le 3 c'était un autre gars. Le 4 on en a fait qu'un seul. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le mec, peu importe son talent en tant que réalisateur indé, si on lui file une grosse mécanique à faire, il va juste devoir obéir aux ordres. Mais non, parce que chez Warner, c'est lui qui chapeaute tout ce qui est le Conjuringverse, donc tous les films un peu. Bon, après c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que James Wan, il a quand même un peu révolutionné un petit peu le genre d'horreur. Ah, totalement. Enfin, au niveau avec les Insidious, avec justement les Conjuring, au niveau de la réalisation. Non, mais au niveau de la réalisation, je parle, c'est-à-dire que il sait bien gérer l'ambiance et il a un peu. C'est vrai qu'on a cette mode du tiens, je te fais sursauter, mais lui, il arrive à faire attendre, à faire monter le point culminant, à jouer avec ça. Et ce qui est très dommage, c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui essayent de faire comme lui, mais qui arrivent pas. Faut aller voir chez les Japonais, ils font ça depuis 30 ans. Mais oui, non, mais les Japonais, alors eux, c'est le top. Non, mais j'ai décidé de râler. Excusez-moi, j'embête tout le monde. Bon, après, je te dis, au niveau de scène d'action, il était très bien. Oui, après, mais voilà, le Aquaman, il y a une scène qu'on a beaucoup aimé avec James, justement, où ils arrivent à un endroit où il y a des créatures un peu, des créatures des abysses, qui ressemble beaucoup un peu au monstre du lagon noir. Et la façon où c'est filmé, c'est vraiment superbe ces scènes-là. Rien que pour ça, je te conseille. Après, c'est quelqu'un qui arrive. Les dernières 20 minutes de film, ils embrassent le coup. Ce qui est vraiment cool avec Aquaman, on est en train de partir sur un débat sur Aquaman, c'est pas grave. Ils embrassent ce côté kitsch de. D'accord, on fait un personnage qui est super kitsch et qui. En même temps, ils ont l'autre là, Momoa. Qu'est-ce que tu veux faire autour de Momoa? Le mec, il s'est fait grogner. Le problème du film, c'est que c'est Momoa et la fille. Ouais, c'est que Momoa il joue un personnage débile. Il joue Momoa. Parce qu'il est con en fait. Non, mais il fait que grogner quoi. Enfin, en fait, c'est ça. Vous voyez Thor dans Endgame. C'est Momoa dans Aquaman. C'est vrai qu'ils ont, c'est ce que j'ai, ils ont copié. Enfin, je pense qu'ils ont voulu taper un peu dessus Endgame. Donc ils ont. Mais on va enchaîner parce qu'on a beaucoup de trucs à dire. On le verra, on pourra en parler quand même. Voilà. Un autre truc que vous allez peut-être voir, c'est Bird of Prey. Mais de quoi? T'as pas envie de le voir avec Margot Robbie? Mais tu iras pour le. Mais c'est pas les vrais Bird of Prey d'abord. Oui, c'est pas les vrais. Alors en comics, qui met en avant Harley Quinn, Margot Robbie. Rappelons que le film s'appelle Bird of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Donc ça va dire Harley Quinn qui va essayer de nous faire un film un peu féministe. Voilà, parce que c'est à la mode et puis. Donc le film est tourné. Ils ont fini le tournage, mais on arrive à une nouvelle phase de la production. C'est les projections tests. Et le problème des projections tests, c'est que c'est souvent le moment où les studios, où le film est parti sur un parti pris artistique qui peut-être ne plaît pas au studio. Et ils vont dire mais les projections tests ont dit ça, les projections tests ont dit ça. Comme Suicide Squad était on peut le dire, c'était une purge, c'était pas génial. Mais David Ayer était. Ça avait pas plu aux projections tests. Et ça avait pas plu aux projections tests parce que David Ayer était parti vraiment sur un côté très très dark et très pessimiste. Et en fait, aux projections tests, ils ont dit mais les gens ils veulent du Marvel, donc il faut que ça soit drôle. Et ils ont fait des reshoots, ils ont changé tout le montage pour faire un film. Et donc c'est pour ça drôle. Que c'est devenu une purge. Et c'est pour ça que. Mais c'est même pas drôle en fait, ils ont raté tout. Ils auraient mieux fait de pas le toucher parce que c'est même le côté comique, même le côté il y a ce film bref, c'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est de la merde à chaque fois parce que là ça va faire pareil. Ça a pas plu au projection test. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais attends, moi j'aimerais savoir est-ce que c'est des projections test sur les producteurs ou est-ce que c'est des projections test avec le public? Là c'est les deux. Toujours en fait, deux, quoi. Selon les rumeurs, encore une fois on prend avec des pincettes parce que c'est des rumeurs. Ça a été projeté un public test et au ponte du studio. Ça a plu au public test qui a compris l'histoire et ont vu où on voulait aller la réalisatrice, mais ça a pas plu au ponte du studio.
Donc ils vont tout changer. Donc ils vont essayer de changer. Et ce sera une erreur. Margot Robbie, qui est quand même productrice apparemment, il y a, je l'ai noté quelque part, la réalisatrice qui s'appelle, excusez-moi, Cathy. Ils ont pris une femme. Oui, c'est une femme. Cathy Yan, qui compte vraiment sur sa star, sur Margot Robbie, qui est productrice aussi du film, pour garantir son intégrité artistique. Et elle a dit qu'elle comptait vraiment à ce que Margot Robbie. Excuse-moi, Margot Robbie, elle a rien du tout. Elle est productrice là. Oui, mais elle est productrice, mais elle a une boîte de prod. Ouais, mais attends, il faut voir combien elle a de part dedans. C'est-à-dire, tu peux être productrice, mais ça peut être productrice. À mon avis, le seul truc qui a marqué les gens à la sortie de Suicide Squad. Mais James, c'est pas Nicole Kidman, tu vois. Si Nicole Kidman, elle arrive, elle te dit, je veux que mon personnage, il ait des bas avec des chiens dessus, et ils vont lui donner, même si ça apporte rien au film, tu vois. Margot Robbie, elle arrive à te dire la même chose, on va lui dire ferme ta gueule, quoi. Enfin, je suis désolée. Moi, je sais pas, je pense qu'elle a quand même un petit pouvoir de pression au vu de la popularité de son personnage. Oui, moi je pense qu'elle commence quand même un petit peu à peser. Elle a fait en plus d'autres films qui, je crois, ont bien plu. Là, le film sur l'adaptation de la biographie d'une patineuse artistique. Il est vachement bien ce film, il est super cool. Je pense que justement, elle a produit aussi. Elle a quand même marqué des points ces dernières années, mais bon, faut voir. Mais peut-être que si elle est productrice en plus. Elle est dans le Tarantino aussi en plus. Oui, en plus. Je pense qu'elle commence quand même à marquer des points. Puis, en plus, vous qui faites la face, les gens vous qui faites beaucoup de conventions, vous avez dû en voir des milliers et des milliers de Harley Quinn. Des Harley Quinn. Et c'est des Harley Quinn Margot Robbie, c'est pas des Harley Quinn normales. Ah oui, non, là, j'avoue que la Harley Quinn normale, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en convention, malheureusement. Oui, parce qu'elle est pourrie cette Harley Quinn. Oui, j'avoue, c'est pas ma préférée non plus. Comment ça, elle est la nouvelle Harley Quinn, ouais, c'est pas ma préférée. Celle de Suicide Squad. Celle de Suicide Squad, elle est pourrie. Celle de Suicide Squad. Tu m'as fait peur. Évidemment, mais enfin. Non, celle de Mad Love et celle de. D'accord, ok. Donc oui, je suis d'accord. C'est bon, j'ai eu très peur. Donc moi le film va arriver en février 2020. Je suis quand même un poil curieux parce que j'aime beaucoup les Birds of Prey. Oui, mais il y a pas les Birds of Prey dedans, c'est un Si, il y a des Birds of Prey, elle est pas toute seule. Attends, est-ce qu'il y a les vrais Birds of Non, c'est pas le vrai casting des Birds of Prey. Donc c'est pas Birds of Prey, voilà. Mais je crois qu'il y a Raven, je crois qu'il y a Huntress et il y a c'est des persos un peu plus secondaires parce que normalement les Birds of Prey, les vrais Birds of Prey, c'est Batgirl ou Oracle. C'est la fille de Black Canary et la fille de Bruce Wayne et de Lucina Kyle. Non, enfin moi j'ai lu une version. Non, c'est une version. Tu parles de Earth 2 ou je sais pas quoi. Je sais pas, moi j'en ai lu plusieurs. Je sais qu'il y a une version où elle y est dedans. Donc c'est des persos qui sont quand même plus importants dans le. C'est les filles qui apparaissent dans Gotham qui s'unissent pour faire des trucs. Et là apparemment c'est plus autour des vilaines. Je sais plus qui Sirène alors. Pourquoi ils ont appelé ça Bird of Prey? Parce que Bird of Prey ça fait vendre. Il y a une série télé, ne regardez pas cette série, elle est nulle à chier. Alors je n'ai pas aimé James. Non, je l'ai vu sur Série Club. Moi j'avais trouvé ça, il n'y avait pas beaucoup de moyens. C'était moche. Il y a très peu d'épisodes, mais bon voilà, c'est du Lois et Clark. Mais Lois et Clark c'est très drôle. Il y a un regard un peu parodique sur Superman, c'est très bien. Mais je le ferai un jour dans Geek en série, tu verras. Oui non mais je veux dire c'est de Lois et Clark avec encore moins de budget. Non pas du tout, ça a rien à voir avec Lois et Clark. C'est un peu plus sérieux ça. Non c'est juste qu'ils avaient pas beaucoup de budget, que voilà il y a pas eu beaucoup d'épisodes. C'était tu vois c'est sorti à peu près au moment que la série Witchblade qui avait aussi pas beaucoup de budget. Elle avait une épée en mousse, c'était ridicule la pauvre. Je vois un peu une scène de baston, tu vois l'épée qui rebondit. Enfin bref ça m'avait fait rire. Donc voilà, est-ce que vous irez voir ce film? Voilà, ne me réponds pas la même chose que tu me réponds à chaque fois s'il te plaît Charlie. Non. Eh ben oui, tu seras obligé puisque moi je vais aller le voir. Voilà. Mais c'est ça, c'est que en fait ça fait peur parce que on peut pas s'empêcher de se dire racolage girl power quoi. À voir s'il y a vraiment une vraie démarche honnête. Là, il y a une réalisatrice. On verra. Il y a une réalisatrice. Racolage girl power x2 réalisatrice. Parce que avant, il y a un moment, on s'en battait les couilles, personne n'en mettait. Et là, d'un coup. Eh ben justement, peut-être qu'elles vont finir par prendre le pouvoir. Mais c'est genre bien, merci bien, tu m'as donné le micro, maintenant je lâche plus, tu vois. Mais c'est vrai, mais j'espère qu'elles vont faire quelque chose de bien. Mais bon, si c'est comme Suicide Squad, parce que moi je suis désolé, David Ayer, j'aime beaucoup, mais je crache sur Suicide Squad, je vomis dessus. Mais David Ayer, j'adore parce que ils l'ont juste pas laissé faire ce qu'il voulait faire. C'est le même problème partout. Donc là, on va voir ce qu'ils vont faire. S'ils laissent de la liberté créative un peu, pourquoi pas. Mais si c'est pour faire un énième, on est quand même curieux, quoi. La finalité, c'est ça. C'est on ira probablement le voir parce qu'on est quand même curieux. Oui. Ou alors on le verra par des moyens détournés, mais en tout cas on le verra. Oui, voilà. J'attendais que ce soit sur Netflix.
j'ai pas envie de le voir au cinéma parce que j'en ai marre d'être prise au piège devant des films de super-héros qui m'énervent. Après, si je suis curieuse, j'irai voir le tonton des États-Unis pour me faire un avis. Voilà. Mais tu iras pour le travail, parce qu'il faut en faire un podcast. Tu m'as obligé à aller voir Spider-Man, j'ai même pas eu ma glace. Génial. C'est un scandale. Génial, non, c'était on en parlera sûrement la semaine prochaine. Du coup, voilà, j'ai fait un peu le tour de mes news. Tu n'as pas parlé de John Carpenter. Vas-y, parle de ta connerie de John Carpenter. Mais non, ça va être le meilleur comics de l'année. John Carpenter, il va écrire un single. Mais je m'en fous, c'est John Carpenter qui écrit quelque chose. Moi, je lis, je prends, je m'en fiche, j'achète en 50 exemplaires. Est-ce que t'as lu ces autres trucs? Parce que John Carpenter, bon, pour les gens qui ne sauraient pas, John Carpenter, c'est un réalisateur de génie qui n'a pas fait de film depuis les années 70. C'est même pas vrai. Son dernier film, c'était avec la fille qui est dans Aquaman, là, The Ward. Bon, et c'était bien. C'était regardable, mais c'était pas non plus pour film. Il avait pas un gros budget, mais c'était pas mal quand même. Bon, c'est le monsieur qui a fait The Thing, qui a fait 97. Le premier Halloween et qui a produit le deuxième, qui a fait la musique du dernier d'ailleurs. Oui. Et qui produit aussi le dernier. Qui produit le dernier aussi. Je croyais qu'il était mort, moi. Non, il est pas mort. Je serais en deuil. Attends. Ah ouais. Mais il a arrêté. Moi, j'adorais ces films, mais comme j'en ai pas vu depuis 20 ans. Mais il s'est embrouillé avec les. Et il est sur Instagram, il pose plein de photos en ce moment. D'accord. Ouais. Moi, je le suis. En fait, c'est embrouillé avec les. Ouais, Vampire est un très bon western. Bon, bref, pardon. Il a fait L'Antre de la Folie aussi, Blanc de très grand film. Pareil, ça fait partie de mes films préférés, L'Antre de la Folie. Et il a fait un comics crossover entre Big Trouble in China et Snake Plissken, où tu as 2 Kurt Russell pour le prix d'un. Je crois que c'est chez Omnipress. Faut que je l'achète, j'ai vu que les scans du tonton des États-Unis. C'est sorti chez Delirium, je crois. Vous pouvez si vous voulez me faire un cadeau du Kurt Russell de part. Tu vois, Kurt Russell en flash, moi je prends, tu vois. C'est le même éditeur qui sort les Ash vs Evil Dead. D'accord. J'aime bien Ash vs Evil Dead, la série. Ou d'ailleurs Sam Raimi il a dit qu'il allait peut-être faire un nouveau Evil Dead. C'est le point Evil Dead. Donc comme en ce moment c'est The Year of Villain, il y a et que le film Joker va arriver, il y a plein de gens qui vont bosser sur Joker, notamment John Carpenter qui va écrire un petit single tout. Mais je m'en fous, c'est John Carpenter. Mais je suis grave curieuse, ça va être le meilleur comics du monde, j'en suis sûre. Voilà. Donc voilà. C'est totalement pas objectif, mais c'était la news de Faye. Merci. Mais j'étais trop contente, j'ai vu ça en soirée, mais j'en pouvais plus juste sur. Est-ce qu'on peut parler de trucs plus importants? Non. Non. Donc, on va vous parler, comme je vous l'ai dit, tout cet été, on va essayer de vous parler de Vertigo. Pourquoi on va vous parler de Vertigo? Parce que Vertigo, c'est fini malheureusement. L'imprint ou le label en français avait été relancé il y a quelques temps et finalement, DC a décidé qu'ils allaient arrêter les imprints qui ne servent, qui étaient un peu en baisse. Et se garder les trucs un peu plus comme DC Black Label qui vendent un peu plus. Donc ils vont fusionner ce qui finissait de Vertigo pour le fusionner avec DC Black Label. Et c'est ce label vraiment historique qui a changé l'histoire du comics, puisque tous les comics pratiquement tous les comics qui étaient chez Vertigo étaient bien et ont un peu changé l'histoire de la phase de l'industrie. Et donc on voulait rendre hommage un peu tout cet été à ces titres-là. Et on va commencer par Preacher, puisque nous l'avons tiré au sort pendant le live que nous avons fait avec Faye. Mais avant ça, je vais peut-être essayer de vous faire un petit historique sur Vertigo. Qu'est-ce que Vertigo? Et surtout, qui est derrière Vertigo? Parce que Charlie, est-ce que tu sais qui est la personne qui chapeautait cet imprint? Pas du tout, justement, j'allais te poser la question. J'avais peur qu'on passe trop vite sur la série. Et est-ce que tu savais que c'est une femme? C'est une femme dans les années 90. C'est quelqu'un qui a changé l'histoire de l'industrie. Et c'est cool que ça soit une femme qui ait fait ça. C'est Karen Berger. Qui est Karen Berger? Donc c'est une éditrice qui est arrivée chez DC. Je l'ai noté en 1970 et qui elle s'intéressait plus au côté horrifique que super-héroïque. Elle aimait pas trop tout ce qui touchait aux super-héros et elle s'intéressait plus à ce qui est donc House of Mystery. Elle a fait notamment c'est elle qui gérait avec Lin Wen un certain Swamp Thing avec un anglais qui s'appelle Alan Moore. Donc c'est elle qui a géré ça. On va dire Alan Théo, mais c'est pas. Non, ce n'est pas le même. C'est à elle qu'on doit un certain comics très très cool qui s'appelle Watchmen. Peut-être que vous en avez entendu parler. Vite fait, ouais. Et c'est à elle qu'on doit l'arrivée de toute une pan de scénaristes anglais, dont Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore,
des mecs comme Brian Bolland aussi en scénariste, en dessinateur, et toute une ouais, mon dessinateur, non, j'aime pas trop Brian Bolland, mais c'est pas grave. Elle a fait des trucs bien quand même à côté. Je vais pas dire, mais durant notre live, il y a eu beaucoup de questions sur quand est-ce que tu finis l'émission Brian Bolland. On fera une V2 de Killing Joke peut-être en septembre. Je le noterai dans le planning. Donc, moi, après, je suis pas expert en Karen Berger, mais je me suis un peu renseigné hier soir, et c'est une femme qui est passionnante, à qui on doit vraiment plein de trucs. Et je vous conseille notamment une interview de The Wire de elle, où elle discute, elle explique comment elle avait fait comment elle a créé cette imprint de Vertigo, parce qu'au début en fait il y avait pas grand monde qui s'intéressait aux auteurs anglais, et du coup elle est partie en Angleterre, elle a rencontré tous ces auteurs dans une convention, je sais plus le nom de la convention, et du coup après elle a sorti tous ces trucs, et le public a commencé à parler ah tiens, c'est les Berger Books, puisque c'est elle qui fait ça, et DC a commencé à lui dire mais tu veux pas faire ton propre imprint. Et du coup c'est comme ça qu'elle a lancé Vertigo, et qu'elle a sorti tous ces trucs géniaux comme Sandman, comme 100 Bullets, Preacher, tout ça. Et voilà, donc on peut lui rendre hommage parce que merci Karen hein. Ouais, et elle fait Berger Book en ce moment, elle est chez un autre éditeur, parce qu'elle est partie de chez DC, je crois que non, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'elle s'est fait harceler par un des rédacteurs en chef, elle est partie pas très en bon terme, je crois. Je couperais peut-être que c'est des conneries. Peut-être si on a Mathieu dans une des émissions, il pourra revenir dessus. Il me semble qu'il est très Mathieu, il est très fan de Karen Berger. Il est très fan de Karen Berger. Moi, je connais un peu moins. Donc vraiment, c'est cool. Tu mettras le lien de l'interview que tu parlais dans le podcast. Ouais, je la mettrai dans le lien, dans la description. Mais c'est fou de se dire que en fait, il y avait quelqu'un derrière Alan Moore pour tous ces trucs, et quelqu'un qui a relancé, qui a cru en Alan Moore, et qui lui a dit vas-y, lance-toi quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Vertigo pour que ça... Parce que le fait qu'il le ferme et qu'il fusionne avec Black Label, c'est parce que les ventes marchent moins bien. En fait, elle est partie, donc les ventes marchent plus moins. Pour la remplacer. Elle est partie il y a bien longtemps. D'accord. Ils ont relancé en disant on va relancer un peu le label, mais il y avait pas grand chose derrière. Enfin, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je pense que ça vendait pas tant que ça. C'est comme il y a Gérard Way qui a fait Doom Patrol, et qui a fait la série qui est sortie chez Netflix il y a pas longtemps là. Comment elle s'appelle, Umbrella Academy, qui avait son propre imprint aussi, s'appelle Young Animals. Lui aussi, ça marche pas, et pourtant les critiques étaient dithyrambiques en disant ah ouais, c'est vraiment cool, mais comme ça se vendait pas, ils ont été obligés de fermer quoi. C'est un peu problématique, malgré que ça soit un label un peu historique, mais c'est un label qui a vraiment changé, je pense, les années 80, enfin une bonne partie les années 90, excusez-moi, puisqu'il est débarqué en 93 si je dis pas de conneries. Donc c'est un peu l'air du temps, avec c'était l'époque où il y avait Watchmen, où il y avait Dark Knight Rises et Dark Knight Returns, excusez-moi, je confonds avec le film, et où les gens avaient envie d'un autre comics, c'est pas de trucs de super-héros, et des trucs plus adultes, et c'est ce que Vertigo a fait quoi. On voit Sandman, quand on voit Preacher, tu dis c'est fou que DC ait laissé faire en fait, qu'ils aient donné carte blanche. Et un truc qui est très cool chez Vertigo, je sais pas si c'était le début, c'est je sais pas si vous êtes familier du Creator Owned, c'est quand tu bosses chez DC, tu même si tu crées un personnage, ton personnage ne t'appartient pas. T'as pas le droit d'avoir des sous sur ce que t'as créé. Mais quand tu bosses à Vertigo, tu peux négocier ton contrat et avoir du creator owned. Notamment un autre titre, je crois Northlanders. Je sais que les personnages et l'histoire appartient à l'auteur. Ça appartient pas à DC. Ouais, c'est intéressant. C'est peut-être comme ça qu'ils ont réussi à attirer les Anglais. Ouais. Qui avaient cette habitude de bosser comme ça peut-être. Ils se sont dit on va essayer de mettre en avant les auteurs et de leur donner un peu plus les coups des larges, et leur permettre d'avoir un peu plus, enfin de garder, d'avoir un peu plus de droits, de bosser. Comme on est sur un imprint un peu à côté de DC, on peut leur laisser un peu les droits par rapport à leur personnage et par rapport à comment ils négocient leur contrat, tout ça. Donc c'est cool quand même de se dire mettons en avant surtout l'auteur quoi. C'est ça surtout dans Vertigo. Voilà. Donc on va vous parler de Preacher. Qui c'est qui commence? Toi tu fais la review, donc c'est Charlie qui va nous présenter
Les auteurs. Oui, donc les auteurs de Preacher, donc c'est Garth Ennis et Steve Dillon, donc des Anglais tous les deux. C'est pas leur coup d'essai, ils ont déjà bossé ensemble sur Hellblazer. Donc c'est là où ils se sont rencontrés en fait. Sur Hellblazer, c'était en 92 je crois, et ils ont bossé sur Preacher de 95 à 2000. C'était leur et je pense que c'est vraiment ça qui les a fait connaître tous les deux. Hellblazer avait eu un bon succès, mais vraiment Preacher ça a marché beaucoup plus. Et à partir mais Blazer, c'est un autre titre vraiment marquant de Vertigo. Ouais, mais qui était déjà existant avant, alors que Preacher, c'est vraiment une création 100% originale, il me semble. Je crois que le personnage est arrivé dans son film ça reste d'ici, mais que la série Hellblazer était Vertigo complète. Non, Preacher. Autant Hellblazer, ils ont récupéré ils ont fait un run d'un personnage qui existait déjà avant. Ouais. Autant Preacher, c'est une création 100%. Oui, non, ce que je te dis, c'est que le personnage existait déjà, mais la série, c'était. Ils étaient le Vertigo, quoi. Il y avait pas de série avant. Il avait jamais eu de ongoing à lui, quoi. Non. Parce qu'il dit que non, c'est pas grave. Vas-y, continue. Tu dis qu'il a été créé, donc tu repars sur Hellblazer. Oui, non, mais moi je te parle de Hellblazer. On s'en fout d'Hellblazer. Oui, non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Excuse-moi. Oui, c'est ça, Hellblazer existait déjà, Preacher non. Oui. Ça aussi, ça sera coupé au montage ? Oui, peut-être. On verra. Donc, du coup, ce sont des Anglais, et je pense que ça se sent vraiment dans leur façon de... Enfin, surtout Garth Ennis, parce que Steven, c'est plutôt le dessin, donc Garth Ennis, dans sa façon d'être, on voit qu'il a vraiment un... Enfin, c'est sûr qu'il est pas américain, quoi. Quand on voit comment il écrit, tout ce qu'il raconte, et ça s'est vu à chaque fois. Il a bossé sur 2000 AD, il a bossé sur Judge Dredd, sur donc Hellblazer, après Preacher. Il a fait quoi d'autre encore? Il a fait ah oui, il est passé chez Marvel. Il a fait The Punisher. Il a bossé sur un truc indépendant aussi, The Boys, que j'ai pas lu, mais il paraît que c'est vachement bien. C'est pas indépendant, c'est chez Marvel, The Boys. Ouais, mais c'est un truc un peu à part, non? C'est Ah non, c'est peut-être Image. Je sais plus en fait. Parce que c'est sorti chez Panini, mais je dirais peut-être. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a une série qui débarque. Il y a un truc qui est pas mal en ce moment là. Il y a je sais pas si vous connaissez Humble Bundle. C'est un site qui fait souvent des offres sur des groupes soit de jeux vidéo, soit de comics ou de livres. Ah, il y a des comics aussi. Et en fait c'est on va dire que vous achetez des séries complètes à prix faible et ils reversent une partie de leurs gains, un truc, voilà. Et en fait là en ce moment il y a énormément de runs de Garth Ennis qui sont disponibles comme ça, dont The Boys. Digital ouais, c'est en digital du coup. Il y a The Boys et Battlefield qui est disponible comme ça. Donc si jamais voilà, si ça intéresse certaines personnes, c'est pas cher. Je crois que pour 15 € vous avez l'intégrale. Il est en deluxe chez Panini si vous voulez aussi. D'accord. Enfin, en plusieurs tomes. Et donc voilà, donc pour Garth Ennis et Steve Dillon, du coup ils ont vraiment bossé. Je pense qu'ils sont vraiment devenus amis, vraiment attachés avec Hellblazer, parce que ils ont vraiment souvent bossé ensemble et ils ont l'air ils ont toujours l'air de s'être bien entendus. On sent que parce que j'avais lu à l'époque, parce que tu ne l'as pas dit, mais Steve Dillon n'est plus de ce monde, et j'en avais parlé dans un comics Discovery, puisque c'était il y a pas si longtemps, c'était. Tu m'as dit quel 2006, c'est ça? Non, 2016. 2016, ouais, 2016, et on avait lu une lettre ouverte de Garth Ennis qui disait qu'il l'avait vu il y a pas trop longtemps, et on sentait que vraiment ça l'avait marqué, ça l'avait vraiment bouleversé, la mort de son pote, quoi. Bah c'est dur parce qu'il était jeune, quoi. Il avait 54 ans, je crois. Donc on a vu comment il en parle, il devait beaucoup lever la bouteille à ce genre de ouais, c'est des Anglais, quoi. Ouais. C'est pas très, je généralise un peu, mais non, mais on le voit de toute façon dans leur souvent je trouve que les deux persos principaux, donc le perso de Preacher et l'autre personne, je sais pas si on peut spoiler, bon je pense pas. Cassidy, c'est pas du spoil, mais oui. Mais je trouve que pour moi c'est l'auteur et le dessinateur. Mais oui, c'est sûr. Moi je voyais Cassidy, je voyais clairement Garth Ennis en fait. D'ailleurs il y a des petits clins d'œil où on voit le personnage de Cassidy va dans un pub qui est le même pub où Garth Ennis va tout le temps dès qu'il est à New York. Enfin voilà, donc ils se font des petits clins d'œil comme ça. Je pense mais ça se ressent, je trouve, et c'est pour ça que ça marche bien en fait. Ouais, c'est ça, je pense que l'histoire d'amitié entre les deux personnages, c'est l'histoire d'amitié entre les deux créateurs, quoi. C'est flagrant. Et donc voilà pour ces deux créateurs de Preacher. C'est magnifique. Est-ce que Faye, tu veux nous expliquer, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que Preacher, puisque tu as déjà dit qu'il y avait deux personnages? Oui, et ben je peux faire un petit pitch pour commencer. Vas-y. Eh ben en fait, donc l'histoire, c'est qu'on va suivre donc un certain Preacher, un prêtre, du nom de Jesse, c'est ça? Jesse Custer. Merci, parce que je retiens jamais les noms des persos, parce que je les renomme au bout d'un moment.
JC, ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Et donc en fait, ce gars apparemment, avant, il avait une vie pas très honnête. Et puis un jour, il est devenu prêtre. Voilà, Dieu lui a donné la foi, comme dirait notre amie Ophélie. Et donc il a essayé de devenir prêtre. Et bon, ça se passe pas super bien parce que bon, voilà, il a un peu, voilà, il a la santé. Et bref, il va se passer un truc, c'est qu'un jour, en fait, il va se retrouver en gros possédé par l'esprit d'une entité du nom de Genesis, qui est en fait l'enfant né d'un accouplement entre un ange et un démon, et qui veut se réincarner dans un humain. Et donc il choisit notre ami Jessie. Pas trop pourquoi d'ailleurs. On sait pas trop pourquoi, et il va se retrouver avec la voix de Dieu, c'est-à-dire en gros il vous dit un truc, vous le faites. Et pour l'accompagner, eh bien il y a donc Cassidy, qui est, on peut le dire, c'est du spoil. Quoi. Tu peux pas le dire, c'est une bonne. Moi je dirais pas. Ouais. Moi je l'ai dit, je couperai. Voilà, bon, qui est spécial aussi, on va dire, et d'une ex à lui, et dont j'ai oublié le nom parce que je l'appelais du nom de l'actrice de la série. Tulip, merci. Voilà, Tulip. Et donc tous les trois, ils vont se retrouver à devoir faire quelque chose. Je veux pas trop spoiler. Qui a un rapport avec la religion, je ne dirai pas plus. Voilà. Et c'est très très drôle. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, je trouvais que c'était un western moderne. Je trouve que dans la construction, ça se passe au Texas, ouais. Puis je trouve que dans la construction des cases, dans le dessin, dans l'ambiance, j'ai trouvé qu'il y avait un côté vraiment western. Tu vois, les grands plans d'ensemble, la façon dont les persos parlent, discutent. Il y a un côté un peu de tarantinesque aussi dans les échanges entre les persos. Surtout le début du comics où ils sont en train de discuter un peu autour d'une table de choses et d'autres. Enfin, je trouve vraiment que je dirais que c'est un western tarantinesque moderne. Je sais pas si vous êtes d'accord. Avec un surplus de punchline absolument incroyable. Incroyable. Et de la violence, pas mal de violence. Et on va voir pas mal d'irrévérence, comme certains diraient dans le courrier des lecteurs. Mais on va voir que tout ça est amplement justifié. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai ressenti au niveau des thématiques. Et comme ça, on pourra en parler ensemble. Pour moi, je trouve que ce bouquin, c'est vraiment l'auteur, peut-être même le dessinateur qui l'accompagne aussi dans cette thématique, qui porte un regard sur la religion moderne, mais également sur notre société au travers de ses personnages et tout en utilisant la violence, en utilisant des punchlines de l'enfer, un humour noir. Enfin, il y a tout un arsenal d'outils qui vont servir justement à étayer tout ce propos, toute cette critique de la religion, toute cette critique de l'homme, toute cette critique de la société, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc je pense que ça va plus loin que la religion. En fait, ça parle de l'humain, de la société, c'est ce que je dis. Merci James. Mais tu es d'accord avec moi, donc vas-y, exprime-toi. Non, mais je pense que un des trucs que t'as pas trop parlé, c'est que c'est un road trip en fait de ces trois personnages qui vont rencontrer plein de gens, et à chaque fois ils vont rencontrer des gens pas forcément c'est ça, ils dressent le portrait de l'humanité. C'est une humanité qui est quand même pas mal corrompue, qui est très hypocrite. C'est-à-dire il y a une scène au début où c'est pas vraiment du tout, c'est vraiment au tout début où en gros il raconte que tous les gens sont venus à son église pour la messe. Pourquoi? Parce que la veille, il est allé révéler un peu les petits secrets qu'il savait, ainsi de suite, et il dit voilà, vous êtes des hypocrites, vous êtes là à prier Seigneur, Seigneur, et puis après par derrière vous faites des saloperies. Et je trouve que c'est tellement quelque chose que je pense moi-même par rapport à la religion, que j'ai pu observer chez certaines personnes, que déjà j'avais envie de me lever et d'applaudir en disant il a trop raison, quoi. Je veux dire, c'est super fort. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé au niveau de ces thématiques-là, si vous avez ressenti la même chose de cette critique religion, société. Oui, en plus il a choisi un endroit, le Texas, c'est quand même assez particulier comme état. Et ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait croire qu'il a choisi ça en se disant c'est les pires débouseux des États-Unis. Ça pourrait être la quintessence de tout ce qu'il veut critiquer. Toute la babelbette. Mais en fait, c'est drôle parce que je pense je crois avoir vu que c'était aussi son rêve d'avoir un ranch au Texas. Donc, en fait, c'est qu'il aime cet endroit aussi. Donc c'est assez rigolo qu'il soit à la fois en train de le critiquer et qu'en fait il aime cet endroit. C'est assez marrant. Quelque part, il se passe pas au-dessus des autres. C'est-à-dire, je vous critique, mais en fait, je suis comme vous, en fait. Il y a une petite tendresse pour ces gens un peu qui manquent d'éducation. Il y a des portraits qui sont quand même touchants, genre le petit jeune. Tu sais, le petit jeune là qui était fan de Nirvana, je veux dire que ça. Je trouve que c'est quand même assez touchant son histoire, et ce personnage-là a un père qui est flic, qui représente l'autorité. On croit qu'il peut être sympa et tout, mais on se rend compte que finalement il est triste parce que son père s'occupe pas de lui, et quelque part il a honte de lui aussi. Et je pense qu'on peut dire son nom en fait, parce qu'en fait on apprend son nom bien avant qu'il apparaisse dans le comics. En fait, pour vous donner justement, pour moi c'est exactement tout ce qui fait ce comics en fait. Le personnage, donc super touchant, s'appelle Tête de Fion.
Donc voilà, c'est Tête de Fion, donc blague bas du front, et clairement il a pas volé son nom, on verra pourquoi, mais il est touchant quand même en fait, et ça qui est fort, c'est que c'est vulgaire, c'est vraiment des blagues nulles et drôles à la fois, et c'est touchant en fait, c'est vraiment, ça résume tout quoi. Eh ben, non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une fois, voilà, c'est l'intervention très utile. Non, voilà, pour être tout à fait honnête, donc j'ai découvert Preacher ce matin. Enfin, je connaissais, je savais que c'était dans notre bibliothèque depuis un moment, et j'ai commencé à lire ce matin. J'ai lu les 7 chapitres aujourd'hui. Et enfin, c'était trop bien. J'ai adoré. Bon, alors on va peut-être pas parler du graphisme tout de suite. Pour l'instant, on est surtout sur le fond. Ouais. Je trouve que le graphisme justement appuie encore plus le fond, ça se complète bien. Donc si tu veux en parler, vas-y. Bah moi c'était pas trop ma tasse de thé pour être tout à fait honnête, c'est pas j'ai pas été complètement soufflé par certaines cases, enfin comme ça a été le cas dans certaines découvertes où vraiment je regardais ça comme un tableau et des fois ça me faisait aller au-delà même de l'histoire. Là finalement ça sert bien l'histoire, voilà, je vois les personnages etc, mais j'ai pas été renversé, même si je dois reconnaître que c'est magnifique, mais ça m'a pas il y a des petites fulgurances des fois. Oui, moi aussi, je suis pas fan de Dylan. Il y a certaines cases où tu te dis putain quand même quoi. Mais après sinon, après c'est vrai qu'il y a quand même, il arrive vraiment bien à retranscrire les émotions et ça c'est quand même, déjà en soi c'est incroyable. Mais bon bref, passons. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vrai qu'il y a ce mélange entre, toute cette vulgarité, chacun en prend. Il y a certaines punchlines comme vous disiez qui sont vraiment énorme. Moi, je pense notamment, je vais peut-être pas la dire, mais c'est quand le flic et le mec du FBI à propos de la tasse et le café. C'est obligé de le dire maintenant. Non, je vais laisser la surprise au lecteur, mais vraiment celle-ci, elle est. Parce que tu oses pas la dire ou c'est parce que tu. Non, je raconte très très mal et je voudrais pas gâcher je pense laisser le plaisir au lecteur de découvrir par eux-mêmes, mais c'est absolument génial. C'est à la fois dégueulasse et génial et c'est ça, je pense, ça résume bien les choses. Mais non, mais j'ai trouvé ça vraiment bien et j'aime particulièrement la bromance. Je pense qu'on peut parler d'une bromance entre Jessie et Cassidy parce que je trouve ça justement ça résume aussi un peu tout ça, c'est que à la fois c'est des mecs qui sont vraiment Cassidy les blagues dégueulasses, c'est quand même un mec archi dur. Et à côté de ça, et ben à l'intérieur, ils ont des petits cœurs tout mous quoi. Et moi j'aime bien et je trouve ça chouette. Et ce moment par exemple où ils se disputent et on voit que c'est chacun est quand même un côté très humain et très je trouve ça intéressant ce côté de gens très violents et très durs avec tout le monde, mais aussi qui ont une sensibilité voilà. Je trouve qu'on en parlait tout à l'heure, le côté très anglais dans ces persos, c'est que le perso de Cassidy, il est très punk en fait. Ouais, je veux dire, tu penses aux Sex Pistols quand tu le vois quoi. C'est ça. Direct, j'entendais l'accent en lisant, j'avais l'accent qui arrivait et c'est vrai que ça fonctionne super bien. Et on a des persos qui sont quand même en rébellion par rapport, je trouve, à la société dans laquelle ils sont. Ils sont tout le temps à critiquer, tout le temps à se rebeller. Je veux dire, on est quand même très curieux de savoir pourquoi justement Jessie est devenu prêtre, un preacher. Et c'est vrai qu'on prêtre, on peut dire prêtre en français, j'allais dire prêcheur, mais prêcheur. Ouais, non, ouais. Prêtre, pasteur. Ouais. Ça veut dire prêcheur, mais ouais. On va dire que c'est un nom. Prédicateur, je pensais peut-être. C'est prêcheur, mais c'est un peu le nom presque vulgaire pour dire prêtre en fait. En gros, c'est le prêcheur quoi, le curé du village quoi. En gros, c'est un peu. Mais il est pas curé, il est pasteur. Oui, mais c'est pour dire comment dire. C'est pas vulgaire, mais c'est pour dire le curton quoi. Je veux dire c'est le prêcheur du coin quoi. Peu importe la religion, c'est le religieux du bled. Oui, le religieux du bled. Ça veut dire, je pense. Mais du coup, tu vois, je suis curieuse de voir pourquoi ce personnage-là d'un coup, tu vois, tu te poses plein de questions quand tu dis pourquoi est-ce que lui il est devenu pourquoi il est devenu, tu vois, homme religieux, alors que quand tu le vois, tu te dirais il a pas du tout le background d'un... Et c'est super intéressant, surtout que, voilà, quand on a fait des recherches, on voit que le scénariste, donc, Garcenis, il est pas du tout religieux, en fait, il est athéiste. Et je trouve que vraiment il a une réflexion sur la religion qui m'intéresse, parce qu'au final il se dit on est tous là à dire Dieu va nous aider, Dieu ceci, Dieu cela, mais en fait on est tout seul, il faut qu'on se débrouille tout seul, et la plupart du temps quand on voit les différents persos on se dit y a pas de justice en fait, les gens c'est des connards, et les gens bons ils ont pas de justice, et on voit que la société limite c'est le mal, parce que des fois elle va transformer des personnes qui au départ tu vois peuvent être un peu innocents, un peu
voilà, enfin un peu normaux, en des personnes qui deviennent des monstres en fait. Et du coup je trouve ça intéressant, et je trouve que le parti pris des personnages qui justement leur road trip et les questions qu'ils ont sur ce road trip là, parce que oui, je peux pas dire, mais je trouve que c'est tout à fait intéressant, et ça participe à cette réflexion sur la religion et la société. On a l'impression que les gens finalement ils assument pas leurs propres fautes, ils préfèrent rejeter les choses mal, le manque de justice, préfèrent rejeter ça sur la religion, que ce soit Dieu ou l'enfer, en disant c'est la faute du diable, c'est la faute de Dieu, c'est si c'est ni, plutôt que de dire c'est moi qui suis une pourriture. Et je trouve vraiment cette réflexion intéressante. Voilà. Si vous voulez réagir, allez-y. Question, toi qui en as lu plus, parce que tu l'as lu en entier, du coup le titre, on a eu la chance de dire que... J'ai pas tout lu, moi j'ai lu les... parce qu'il y a les intégrales, il y en a 6. Hein, il y en avait 6, je crois qu'il y en avait 3. Il y a 60 chapitres en tout. Ah ouais, c'est vrai. J'en ai lu une vingtaine à peu près. Et en fait, donc moi j'ai lu les 2 premiers arcs, et je suis en cours du 3e là, fini. Et dans ce qui est pas mal, c'est que c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que dans le 2e arc, on va vraiment apprendre les origines de Jesse, on va vraiment découvrir pourquoi il est devenu prêtre, et on va découvrir son enfance, et on se dit putain, il a pas eu de bol le pauvre, hein, ça en fait partie aussi des gens qui en ont bien chié. Et j'imagine que plus tard on en verra aussi sur Cassidy. On a déjà quelques petits indices, mais ça va venir, et on va se rendre compte qu'en fait malgré ce qu'on pourrait croire, parce que les 3 personnages ils font un peu paria, mec malhonnête, truand, un peu même Cassidy, quand on connaît son secret, on se dit merde, normalement c'est pas censé être un gentil. En fait ils sont vraiment gentils, ils font partie du côté des gentils, parce que même s'ils sont vulgaires et violents, ils vont pas hésiter parce qu'ils ont une quête, hein, il y a une mission qui va durer sur des valeurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont pas hésiter à s'arrêter pour corriger des injustices quand ça passe sous leur nez, quoi. Et ça c'est cool, parce que ça reste des gentils. Donc même s'ils ont des caractères un peu odieux et vulgaires et tout, ils sont touchants, et puis c'est pas des connards en fait, voilà, c'est ça qui est bien. Eux ils ont, tu vois, c'est un peu genre si Dieu peut pas aider, nous on va le faire, on va se débrouiller, on va le faire nous-mêmes, tu vois. C'est un peu cette... Ouais, c'est ça. C'est un peu les super-héros du quotidien, je sais pas comment dire, c'est un peu... c'est super cool. C'est ça, c'est en gros, en fait, c'est l'impression qu'ils en ont un gros ras-le-bol de la société, de la religion, de tout ce qui se passe, et qu'ils se disent, c'est bon, on va faire nos trucs à nous, comme ça, nous au moins, on pourra dire qu'on s'est débrouillé, qu'on a aidé, qu'on a fait des choses, et puis... les autres qui s'ils veulent pas faire comme nous, tant pis pour eux. C'est un peu l'impression que je ressens. Et tout le côté irrévérencieux, des blagues, tu vois, un peu vulgaires, le côté très très violent et tout, on pourrait dire c'est too much, tu vois, ça pourrait casser le truc. Mais je trouve que ça correspond tout à fait, parce que ça renforce justement l'état d'esprit des persos. Au final, on est de plus en plus d'accord avec eux quelque part. On les comprend parce qu'on voit dans quel monde ils sont. Et du coup on comprend leur réaction, on comprend pourquoi ils ont besoin d'avoir un humour un peu noir pour quelque part un peu, tu vois, résister à tout ça et pas se laisser abattre. C'est un peu une forme de résistance, et toute la violence et tout, ça nous permet de comprendre pourquoi ils en ont ras-le-bol aussi. Donc je trouve que c'est nécessaire et que c'est vraiment pas gratuit. Il va pas te faire exploser des têtes ou des trucs comme ça juste pour le plaisir de faire ça. Il y a toujours une raison. Et moi c'est pour ça que ça fait partie aussi des choses de pourquoi j'ai bien aimé. Et tu te marres, quoi. C'est jamais triste. Il y a plein de fois je rigolais, mais vraiment Bon, attention, trigger warning, les fans de Mark Millar, je vais cracher sur Mark Millar. Tiens, moi ça je faisait trouve longtemps que Garcenis c'est l'anti Mark Millar, qui en fait à Ennis il va te provoquer pour te raconter quelque chose. Le truc que tu m'as fait lire là, c'était Cross pas lui, de Ennis aussi. C'était très intéressant aussi. Non, c'est pas c'est pas lui. C'est Brubaker. Non, je crois que c'est Ennis. C'est Ennis. Ouais, mais ça, je trouvais ça sympa aussi, parce que au début, tu te dis, ok, tu vois un gars qui agite un zizi, tu vois, tu te dis, ok, super. Qui ont le beat de cheval. Voilà, mais au final, tu as plein de questionnements moraux, t'as un travail sur la psychologie des personnages, même dans Preacher, je veux dire, il y a un travail sur il te secoue pour te raconter quelque chose. Contrairement à Mark Millar qui te secoue des clés devant le, et donc, mais en fait, il y a rien derrière. Il te provoque juste pour faire parler de lui, alors que Ennis te provoque pour te raconter quelque chose, et il y a un vrai fond dans ce qu'il essaie de te raconter. Peut-être que c'est pas de la provoque pour lui, peut-être que c'est juste sa façon de raconter. Je pense que c'est exactement ça, parce qu'on voit dans le bouquin, il y a le fameux courrier des lecteurs, il y a des textes écrits au début. D'ailleurs, il faut le lire absolument, c'est super drôle. C'est super drôle. Puis on le voit justement quand on lui fait des remarques sur le côté irrévérencieux, sur la violence et tout, limite lui ça le fait rire, parce que il dit non.
C'est naturel. Ça me fait penser, il y a un moment où je vais pas vous dire ce qu'il, enfin, il y a un lecteur qui lui dit, ah oui, qui dit quelque chose en disant, ah oui, je parie que c'est ça, et si c'est pas ça, j'en mange mon traitement de texte. Ah oui. Et le mec lui répond en disant, j'espère que t'as de quoi boire pour faire passer ton traitement de texte. Il lui répond cash en mode, ouais, c'est vraiment très drôle. Non, puis ça fait des petites pauses et tu te marres encore, donc du coup t'as envie de lire. Ouais. Et puis pour revenir au dessin, c'est vrai que le dessin, je trouve qu'il est très brut et ça fonctionne parfaitement parce qu'on est dans un monde qui est brut, qui est violent, qui va vite, il se passe plein de choses et je trouve que le dessin rend bien justice à cet univers. C'est dommage parce que moi c'est ce qui me, je pense j'en parlais avec pour les vieux de Comics Discovery, vous devez vous souvenir de Max qui était là au début. On discutait pas mal avec Max parce que lui quand il lit une BD ou il lit du comics, il faut vraiment que le dessin soit si il va lire une BD, c'est pour le dessin. Si le dessin est mauvais, il va dire autant lire un roman quoi. Mais c'est débile, c'est comme si tu vas voir un film juste pour l'image. Et on discutait autour de Steve Dillon et de Preacher parce qu'on savait tous tout le monde, quand tu commences le comics, on te dit forcément tu lis parce que c'est du Vertigo, donc c'est forcément génial, et tout le monde va dire va lire Preacher parce que c'est trop bien et tout. En plus il y a une série télé qui est produite par Seth Rogen et elle est pas produite, elle est écrite par Seth Rogen et Van Goldberg, mais elle est vachement bien. Écoute, moi j'étais assez. Si on parle de Provoque justement, Seth Rogen lui il me fait pas rire. Moi il me fait pas rire du tout, mais la série, alors j'ai vu que le début de la saison 1 parce que j'avais dû mettre sur pause pour attendre un certain James qui finalement a regardé sans me dire. Tu vas râler parce que The Boys de Venice c'est encore Seth Rogen et Van Goldberg qui adapte. Ouais. Ah c'est pas grave. Mais franchement teste la série Preacher, je trouve que ça la série Preacher, c'est une préquelle à le début est une préquelle, la première saison c'est une préquelle et puis après ça avance. Non, puisqu'il a déjà le pouvoir et tout au début. Ouais, mais il s'intéresse plus à la vie de Tulip et de Jesse et ce qu'ils ont. Mais non, parce que moi dans ce que j'ai vu le début ça ressemble. Et ça change, ils suivent pas trop le comics. En tout cas l'ambiance est plutôt. Et le casting est génial. Le casting est génial. Bon ok, je vais peut-être regarder alors. J'aime bien. Et c'est Dominic West qui joue Jesse Custer. Ouais. Il est pas mal. Et Dominic West par exemple, il faisait le père de Tony Stark dans Captain America. Tu peux le voir. Ok. Il fait le roi dans Warcraft aussi. Il a joué aussi dans Dracula Untold. Je crois qu'il fait le méchant, c'est ça. Mais c'est un bon acteur. Il est assez bon. Okay. Il ressemble un peu à Karl Urban. Un peu vite. Ouais, j'aime bien Karl Urban. J'aime beaucoup Karl Urban. Voilà, c'était le truc à dire. Non, je sais plus ce que je disais, tu m'as coupé. On parlait du dessin. Tu as parlé de Karl Urban. Et du coup, on discutait avec Max et Max disait non, moi je peux pas parce que Steve Dillon c'est trop moche et j'ai souvent dit pareil en me disant non, je peux pas, je voulais pas lire ce truc parce que j'aime tellement pas le dessin. Fou, les cadrages, je te jure, quand je parlais de western en lisant, je me suis dit ah non en fait vraiment on sent que son pote, on sent qu'il y a un lien, on sent que vraiment en fait c'est le dessinateur parfait pour cette histoire là et il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des fulgurances vraiment, il y a des moments où même dans comment caractériser les visages et c'est vraiment beau et c'est vraiment c'est vrai, maintenant que tu le dis, je retire ce que j'ai dit quand même. Parce que il y a certains personnages, quand tu les vois apparaître, ils ont vraiment une physionomie très particulière, notamment le pote de Cassidy, le journaliste, on dira pas plus. Ah oui. Mais il a vraiment une tête spéciale et c'est vrai que je dois quand même reconnaître, même si le style graphique ne me plaît pas particulièrement, qu'ils ont vraiment une patte, ils ont vraiment une gueule les personnages et ouais, il y a quelque chose qui passe quand même. C'est vrai, je dois l'avouer. Et c'est fait réaliste, je trouve ça passe. C'est vrai, ouais. Il y a des expressions vraiment. En fait, c'est marrant parce que c'est souvent cadré en gros plan, comme au cinéma, comme dans les vieux westerns et tout. C'est ça, je pensais à du Howard Hughes, des choses comme ça. Et c'est vraiment bien, toutes les émotions passent. Puis la gestion de l'espace aussi. Il y a des fois, tu vas avoir des grands plans ensemble et tout. Et toi, tout à l'heure, on parlait de Carpenter, mais Carpenter, c'est pareil, c'est un grand fan justement d'Howard Hughes et il a beaucoup. Son rêve, c'est de faire vraiment un western. Et il a quand même fait ça dans pas mal de films, dans Assaut, dans Vampire, comme on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que quand tu lis Preacher, j'ai pensé un peu à ça aussi, quoi. Ouais, il y a un petit côté cinématographique. Ouais, non, il y a une bonne gestion de l'univers. C'est pareil, les expressions des visages, il y a des fois, tu vois un perso, tu vas pouvoir deviner un peu ce qu'il va faire, donc tu te prépares et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment intelligent.
Et il y a un petit point que je voulais citer parce que c'est drôle, c'est la première fois que je vois, peut-être parce que j'en ai pas lu des millions, mais c'est la première fois que je vois ça dans un comics, c'est que par exemple, c'est violent, hein, mais quand un personnage se fait, on lui tire dessus, qui se fait arracher la bouche par exemple, normalement dans ce genre de cas, dans un comic standard, on voit le mec qui vole, c'est-à-dire qu'on sent la puissance de l'impact, on voit le mec qui s'envole, il y a du sang partout, etc. Là en fait, c'est comme si on photographiait juste avant l'impact vient d'avoir lieu, mais il n'y a pas encore eu l'effet sur le corps, c'est-à-dire que la mâchoire est arrachée, elle est en plein vol, mais le mec il a encore des gros yeux de surprise, il n'a pas encore la douleur, et du coup ça donne un côté presque comique au fait que le mec vient de se faire exploser, parce qu'il est plus surpris que le fait d'avoir mal et de voler, de s'écraser au plafond, donc il y a c'est moins brutal. Enfin, si c'est brutal, mais c'est pas présenté de la même façon, et j'avais jamais vu ça dans un comics en fait. Il y a un truc un peu comme dans Crossed, où je sais pas si c'est Ennis qui suggère ça, mais le côté que tu vas avoir des trucs vraiment très 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 gore, et encore plus dans Crossed. Mais en fait, c'est souvent dans la suggestion et en fait, tu vois les trucs gore, mais c'est toi c'est plus gore la façon dont toi tu te l'imagines en fait. Je pense à un des trucs que quand je parlais de Crossed, du coup c'est une des premières scènes, donc je vous l'ai déjà dit. C'est une des premières. Je bouge les oreilles alors. J'ai pas envie de rentrer. C'est une des premières scènes, donc pas de spoil, mais c'est un monsieur qui Crossed, c'est des infectés qui vont vous attaquer, et en fait il y a un des infectés qui va attaquer un cuisinier, et en fait le mec a un couteau dans la main, il va lui arracher son couteau et commencer à lui mettre des coups de couteau dans le bide et un peu partout, et on va le voir, enfin c'est encore suggéré parce que on voit, il baisse son pantalon et on voit on sait qu'il va faire quelque chose. Et en fait, c'est pas montré, mais tu sais ce qu'il est en train de faire. Et c'est super gore, mais tu le vois pas, tu l'imagines. Et c'est un peu dans le ridicule. Il y a un côté ridicule, pathétique et un peu cartoony. Et je trouve que c'est un peu Dylan est un peu dans le même. Je pense il y a un personnage qui use très bien de son pistolet. Et on le voit beaucoup sur ça, sur le tueur le sang des tueurs. Oui. On voit pas l'impact des balles, mais mais là il y a pas mal de bonnes punchlines aussi. Là, lui il est pas mal ce perso. Ouais, il est vraiment bien fait rire. Et là on sent vraiment l'influence des westerns et surtout dans le look, de Clint Eastwood, les films Inspecteur Harry, tout ça. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs à un moment dans le Courrier des lecteurs il donne son top 10 de ses films préférés, c'est que des westerns, des films de guerre et des films de Clint Eastwood en fait. Ah ouais, marrant. Après, est-ce que tu vois, genre il l'a fait exprès pour déconner, parce que peut-être les gens lui ont dit il y a telle influence, et du coup je suis sûr que c'est vrai en fait. Mais il y a plein de fois où lui cite des influences, il dit mais non je m'en fous, c'est pas. Non, mais là c'est genre c'est l'Inspecteur Harry, quand les aigles attaquent, ou enfin c'est que des films comme ça, des films de grands guerre, classiques. Films de western, c'est rigolo. Non mais vraiment c'était une bonne surprise. J'avais vu que la série. Et ça m'a donné envie de rattraper mon retard sur la série, et ça m'a donné envie de continuer les comics, parce que j'ai lu ça mais j'ai pas vu, tu vois le tome au départ, je me dis ça a l'air long. Puis en fait quand je l'ai fermé, maintenant qu'il y a 7 tomes, mais déjà je veux dire, James était parti et tout, il était même pas rentré, que j'avais déjà fini, je l'ai dévoré, mais vraiment ça c'est super. Mais toi aussi t'en as lu beaucoup finalement. Mais oui, finalement c'est ça justement, c'est rigolo parce que d'habitude quand je vois qu'il y a beaucoup de tomes, je suis là genre ça va être long et tout, et là en fait mais le mec déjà rien que les 7 premiers chapitres il fait qu'effleurer toutes les possibilités, enfin il donne ces personnages, ils ont tellement de profondeur et de background, enfin c'est hyper intéressant, t'as qu'une envie, c'est de tout savoir sur chacun des personnages, et puis il déroule ça d'une manière vraiment intelligente à chaque fois, à chaque fin de chapitre, t'es là putain je veux savoir la suite, et tu vois tout le potentiel, et là pour moi c'est un plaisir, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Et ça m'arrive pas toujours, hein. Et c'est un truc qui est marrant, on a beaucoup parlé de Jessie et de Cassidy, mais je trouve que Tulip est un personnage tout aussi intéressant. Ouais. Et il écrit les femmes vachement. Enfin, c'est un personnage féminin, mais qui est tout aussi badass que ses deux compères. Oui, elle est pas objet, elle subit pas l'action, elle y participe. On sent qu'elle a un passif quand même un peu. Ouais, elle a un vrai impact sur l'histoire. Et dans la série, justement, je trouve que l'actrice qu'ils avaient pris est plutôt pas mal, alors que elle est afro-américaine, je pense, l'actrice, c'est ça, ou métisse. Elle est pas indienne. Je sais pas, ou indienne, je sais plus. En tout cas, elle est différente, parce que dans le bouquin, elle est blonde et blanche, et dans la série, elle est pas blonde et blanche. Donc je sais que j'avais vu des commentaires racistes comme d'habitude sur internet. Genre c'est un scandale. C'est ça, c'est que la femme de Donnie, jouer la femme du même acteur dans Warcraft.
Oui, je retrouve plus son nom. Elle était dans Agent of Shield aussi. Non, je crois que la saison 2. Ouais, dans la saison 2, elle était. Elle joue pas une méchante. Si. Je vois qui tu parles. Purée, je retrouve plus son nom. Mais elle joue très bien cette fille. Ouais, elle est cool. Ouais. Attends, même si elle était dans Agent of Shield, qui est pas une série géniale. Est-ce qu'on va retrouver le nom? Et en attendant, est-ce que t'as aimé Tulip parce que tu... En fait, c'est ça, ce qui est drôle avec Tulip, c'est que on sent donc que l'auteur, il veut pas faire un personnage féminin potiche, mais ce qui est rigolo, c'est que les deux personnages principaux, ils en sont pas conscients que c'est pas une potiche en fait au début. Enfin, c'est genre, ils sont là, ils veulent la protéger, machin, et en fait, elle s'affirme. Ah, c'est ça, Ruth Negga. Ah. Ouais. Et tu sais, tu l'avais, Ruth Negga, et on l'avait vu ah non, tu l'as pas vu avec moi. Tu sais, le mec qui avait fait Midnight Special, il avait fait un film après, où il y avait le gars qui faisait l'oncle Owen dans Star Wars, dans la prélogie, et qui jouait avec elle, et qui faisait un couple, justement, donc un couple, Tu veux qu'on fasse une coupure, on peut mettre pause, hein. Non, c'est bon. Non, il faisait un couple, justement, un gars blanc qui était avec une afro-américaine, tu sais, à l'époque où ils avaient pas le droit de se marier et tout. Tu te rappelles ce film? Oui. Je sais pas si tu l'avais avec moi, finalement. Non, je l'ai pas vu, mais ça avait l'air cool. Mais c'était pas mal. D'ailleurs, si vous avez très pas bien vu Midnight Special, Midnight Special, j'adore. J'aime pas du tout. T'aimes pas? C'était ton avis, c'est normal. Non, j'aime vraiment pas. C'est assez spécial, comme dit le titre, hein. Soit on accroche, soit on accroche. C'est pas Egerton, Aaron Egerton? Ouais, c'est ça, l'acteur, c'est ça. Attends, parce qu'il y en a deux, non, c'est Egerton. Non, mais on parle. Il y en a deux, Egerton, c'est le plus vieux des deux. C'est celui qui faisait l'oncle Owen dans l'épisode 2. Enfin, vraiment, j'ai détesté ce film. Et c'est très particulier, hein, c'est très particulier, je pense. Et tu l'as vu, celui dans les parles? Avec il y a Adam Driver dedans. On n'a pas les mêmes références. En fait, c'est un gars, il récupère son fils qui était dans une secte. Il a des lunettes. Ouais. J'avoue, je me suis vraiment fait chier en fait. Je pense que c'est un problème de réalisation peut-être ou de. Moi, j'avais trouvé la réalisation. Il y a un problème de rythme parce que vraiment, pourtant, je suis pas un public difficile, hein. Mais celui-là, il m'a vraiment. C'est pas le mec qui a fait Take Shelter? Qui a fait quoi? Oui, c'est ça. Shelter, ouais. C'est ça. Il était pas mal celui-là. Il a fait quoi? Take Shelter. Avec Shannon dedans, le gars. Ouais, Ian Shannon. Shannon, c'est le nom de famille. McShane. Non, merde. C'est Shannon, le nom de famille. C'est pas Mike Shannon ou Michael Shannon. Merde. Michael Shannon. Michael Shannon, oui, c'est vrai. C'est son acteur un peu fétiche. Et du coup, je retrouve plus le nom du film avec Ruth Negga. Mais en tout cas, il était très bien ce film, voilà. Ouais. C'était sur le racisme. Ouais, ça a l'air cool en tout cas. Et Preacher est cool. Et Tulip, qu'est-ce que t'en pensais de Tulip du coup? Je disais, ce qui est marrant, c'est que on sent qu'il a pas voulu faire un personnage potiche, contrairement peut-être à ce qui se faisait dans les années 90 plutôt régulièrement. Il faut pas oublier que ça date quand même de 95, hein, donc aujourd'hui c'est la mode de mettre des nanas badass et tout. À l'époque, c'était pas forcément très courant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que elle doit le rappeler à ses deux potes, à Jesse et à Cassidy, qu'elle peut se débrouiller toute seule en fait. C'est eux, ils veulent toujours la protéger, mais en fait non, c'est bon, merci, je me débrouille très bien quoi. C'est Loving, le film que je cherche. Ouais, peut-être. Ah, ma mère, elle l'a vu, elle a dit qu'il était bien. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'après j'avais regardé, mais je te persuadé que t'étais avec moi. Non. Ah bon, bah désolé. Bah tiens, ça t'apprendra, t'as regardé Preacher sans moi. Ça avait pas l'air très gay, ouais. C'est sur un couple qui se fait défoncer, ouais. Allez voir la bande-annonce, vous verrez. Ça a l'air cool, mais ouais. C'est un peu comme 12 years of... 12 ans d'esclavage. Comme moi, je fais 12 ans de slave. Oui, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'aime pas mes suites. Oui, on part un peu loin. Ouais. On en parlera peut-être un jour de Misfits. Je sais pas, peut-être. Dans Comedy Discovery ou dans Geek en série. Peut-être. Donc voilà, un très 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 bon comics qu'on vous recommande très très fortement. J'espère qu'on vous a pas trop spoilé, qu'on vous a pas trop. Mais c'est vraiment un classique. Dévoilé, mais allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Si vous aimez pas les super-héros, c'est impeccable ça. Ouais, je pense qu'on n'a pas dit grand chose de l'histoire principale en fait. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est sympa, c'est que on prend les personnages un peu en cours de route, mais il y aura des flashbacks qui vont expliquer en fait. Plus on avance, plus ils vont vraiment donner. Ça va rajouter de la profondeur au personnage. Déjà, on sentait qu'il y avait du potentiel, mais plus on lit, plus on découvre ce qu'il y a derrière. Et oui, j'ai l'impression qu'il est pas avare. C'est-à-dire qu'il y a certains, des fois, on t'en donne un petit peu, mais toujours on te laisse sur ta faim et t'as pas les réponses à tes questions et c'est frustrant. Et là, en fait, c'est bien parce que t'as plein de questions, mais au final, pour l'instant, les 7 chapitres que j'ai lus, t'as les réponses. C'est bien, c'est satisfaisant, mais pourtant, il entretient le mystère, donc c'est vraiment bien équilibré. Et le deuxième arc, ça va être la jeunesse de Jesse du coup, et on va comprendre en fait.
tout ça. On va comprendre toutes les questions qu'on se posait dans le premier arc, on le voit dans le deuxième. Tout est répondu. Et tu l'as lu le deuxième arc, parce que tu l'as lu en entier Mais non, il dit que c'est dans le deuxième bouquin. Il y a pas tout dans le premier. Il y a pas tout. Il y a une grosse partie quand même. Oui, mais il y a pas tout. Moi, je veux la suite de ce que il y a là, quoi. C'est pour ça que je pensais que tu me disais qu'il y avait la suite dans le deuxième, moi. Dans le deuxième bouquin, je me rappelle plus parce que j'ai lu beaucoup d'une traite, mais moi je suis dans le troisième arc, mais je pense que oui, ça se clôture vraiment dans le deuxième bouquin. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu commences à avoir des éléments, mais plus on t'en donne, plus t'as envie d'en avoir. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est comme beaucoup de séries de Vertigo, parce que je pense que on a traité Unwritten, que vous avez peut-être pas dû lire, mais si vous l'avez pas lu, je pense que surtout toi, je pense que ça te plairait beaucoup. Tu devrais aimer, il y a un côté un peu entre de la folie. C'est vachement, c'est sur un, bon, pour les gens qui écoutent l'émission, vous allez en entendre, mais c'est sur un personnage, c'est sur un jeu de 10. Non, je vais le faire. Je vais couper. Tu peux y arriver. Donc, c'est sur Simili Harry Potter, qui a été écrit par un mec qui a disparu, et en fait son fils continue à faire vivre, la fame de son père, mais on se rend compte en lisant un peu le comics qu'en fait il y a plein de trucs qui sont bizarres par rapport à son père, et enfin à ce personnage, et notamment au fait que pour comment ça se fait, il a pas de numéro de sécurité sociale. Il y a plein de détails du personnage dans les livres qui rappellent le personnage dans la vraie vie, et en fait tu comprends au final que c'est un personnage de fiction qui a été repris, et c'est tout autour du c'est tout un comics qui va te parler des classiques de littérature, et avec plein de détails des classiques de la littérature. C'est ça qui m'avait plu d'ailleurs. C'est Mike Carey, je sais plus qui c'est. C'est tout un travail sur la fiction, c'est le Vertigo aussi, sur le fantastique, sur donc je pense que c'est un truc qui était vraiment cool à lire d'une traite comme ça en gros TPB plutôt qu'en single tous les mois. Et je pense que beaucoup de séries de Vertigo sont un peu comme ça, où vraiment ça prend toute son essence en TPB en le lisant d'une traite. Là c'est un peu long à lire. C'est vrai que moi aussi je suis finalement pas très fan des comics de super-héros, à part X-Men que j'aimais bien. Mais là, c'est vrai que je me suis éclatée à lire cette histoire, et franchement, tu peux le relire avec plaisir, tu vas peut-être découvrir de nouvelles choses en lisant. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un gros titre à conseiller. Si vous voulez vous faire un cadeau, si vous devez faire un cadeau à quelqu'un, si la personne, bien sûr, aime bien la violence, parce que voilà, quand même, ça passe. Ok, et on va vous quitter sur ça. D'abord, il va falloir que je refasse tout mon truc pour faire les... Parce que c'est des ciseaux à me prêter pour que je fasse les petits... mais pendant que Noémie cherche les ciseaux, vous êtes dans le coulisses. Est-ce que tu as une recommandation de recommandation d'un truc autour de la qui serait chez Easter Egg, puisque rappelons-le, oui, si tu veux parler un peu de la boutique Easter Egg, on est une boutique pop culture à Montpellier, donc une grosse partie librairie, et puis objets à collectionner, figurines, etc. On est beaucoup tout ce qui est donc on n'est pas manga, bande dessinée principalement, mais on est surtout sur les livres, on va dire science-fiction, fantasy, des livres sur le cinéma, sur le jeu vidéo, et sur les séries aussi, sur les arts graphiques en général, les dessins animés et tout. Et donc une recommandation, là oui, il y a un livre qui est sorti la semaine dernière et qu'on est trop content d'avoir. Oui, c'est Berserk à l'encre des ténèbres. Voilà. Aux éditions Third. Oui. Et donc c'est un bouquin écrit par Quentin Bouetton, qui est connu comme Alt236 sur YouTube. Donc c'est un YouTuber assez populaire, qui fait des grosses. Vous avez déjà entendu parler de lui, puisqu'on a passé une de ses musiques. Il a sorti un album il y a pas très longtemps. D'accord. Et on a passé un de ses morceaux dans l'émission. Parce que c'est très très cool, et que tout ce qu'il fait est très très cool. Et exactement. Et du coup là, en fait, il a fait une énorme analyse de toute l'œuvre de Berserk, et il a sorti un livre chez Third, qui sont spécialisés dans les bouquins. Vraiment, c'est des analyses, c'est pas du tout des artbooks, il y a pas d'illustration dans les bouquins, c'est que du texte, mais c'est toujours bien écrit, et vraiment ça explique tout sur comment une œuvre a été conçue, qui est l'auteur, pourquoi il a choisi tel thème, les symboliques, etc. Et là, cet auteur-là, donc du coup, Alt236 a fait vraiment un gros travail de recherche, et tout ça est publié donc dans le livre Berserk à l'encre des ténèbres, qui est sorti la semaine dernière, et du coup qu'on a en boutique. Voilà. Donc voilà. Vous conseillez. On conseille carrément, oui. Voilà. Ok.
Tu vas le lire, tu l'as... Alors j'ai pas encore eu le temps, mais oui bien sûr, parce que je suis un gros fan de Berserk et que du coup j'en veux toujours plus. D'ailleurs ils ont aussi sorti il y a pas longtemps une nouvelle en fait, donc ça chez Glénat. Alors du coup c'est un petit texte qui doit faire 150 pages je crois. C'est ça s'appelle, j'ai perdu le nom, c'est sur c'est écrit par Moria, l'auteur de Kentaro Moria, je crois. C'est pas lui qui a écrit, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est avec son soutien, j'ai perdu le nom, mais en gros ça raconte l'histoire de Grunbeld, c'est-à-dire que c'est un personnage secondaire qu'on voit très peu dans le manga, mais qui a un côté assez intéressant, et en fait on va juste nous raconter toute sa jeunesse. Et clairement ça n'a aucun lien avec l'histoire principale, mais on en apprend un peu plus dans du monde dans lequel ils vivent, etc. C'est toujours rigolo d'avoir le Chevalier du Dragon des Flammes, très bien. Et donc c'est toujours sympa d'avoir une autre histoire racontée dans le même univers. Donc c'est L'auteur c'est Makoto Fukami, donc c'est chez Glénat. Voilà. Et il y a quelques illustrations de l'auteur de Berserk aussi à l'intérieur. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on fait une pause? Est-ce que tu peux meubler pendant 30 secondes? Oui, moi je vais conseiller. Il se trouve que je cherchais quoi lire en vacances et je suis allée dans une boutique qui s'appelle Easter Egg et je dis j'aime bien les monstres. Et là Monsieur Charlie m'a dit mais regarde, c'est parfait pour toi. Il m'a sorti un roman écrit par Guillermo del Toro, fantastique, qui s'appelle... Et Chuck Hogan aussi. Oui, et Chuck Hogan. Mais bon, moi, tu sais, je vois que Guillermo. Mais voilà, qui s'appelle La Lignée et qui est, en fait, qui a été adapté en série télé sous le nom de The Strain, si je pense ça bien, ou The Strain, si vous voulez en français mal prononcé. Et en gros, ce bouquin, ça raconte une invasion vampiresque, qui commence à New York et j'ai beaucoup aimé le premier tome, je suis en train de lire le deuxième, donc c'est en 3 tomes et vraiment c'est génial, l'ambiance elle est super travaillée, les personnages sont intéressants, on a divers portraits de divers personnages, on a un vieux professeur, on a des scientifiques, on a un dératiseur, enfin on a vraiment des profils différents et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vraiment le bouquin pour moi parle un peu de l'après 11 septembre, de l'impact que ça a eu sur les gens, le fait que ils se sont rendus compte qu'ils se croyaient en sécurité, tout puissant, tranquille et qu'en fait non, que on pouvait envahir leur quotidien, on pouvait changer le monde avec des massacres et tout ce qui se passait le 11 septembre. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit et j'ai vraiment adoré que ce soit en termes d'horreur, en termes de thématique et vraiment je vous le conseille, je l'ai dévoré le premier tome et je pense que je vais faire pareil avec les 2 autres parce que quand je suis rentrée direct, je suis allée les acheter. Il fallait absolument que j'ai la suite quand je m'attache à un truc. Mais vraiment et du coup ça m'a donné envie de revoir la série télé parce que j'avais vu les 2 premières saisons puis je m'étais arrêtée, je sais plus pourquoi. Donc du coup je pense que je vais peut-être me refaire la série télé après. Ouais, c'est vraiment sympa parce que c'est un peu comme ça ressemble un peu à Blade 2 je trouve par certains côtés. Les vampires exactement, si tu regardes il y avait un peu une maladie en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté scientifique réaliste avec donc le personnage principal il travaille je crois au CDC. C'est ça. Et donc du coup c'est l'analyse des maladies etc. Ouais, et, comment ça fonctionne, comment ça envahit. Comme une infection, comme une invasion de zombies quasiment quoi. Et c'est vraiment bien foutu, c'est marrant. Ça renouvelle le genre un peu vampiresque je trouve. Déjà, comment sont les vampires, comment ils attaquent, justement le côté maladie, ça change vraiment du vampire classique. Et tu compares à Blade 2, c'est tout à fait ça. Déjà, quand tu vois Blade 2, les vampires dans Blade 2, c'est déjà une première ébauche des vampires de ces bouquins-là. Donc vraiment, c'est cool. Il était pas dans le coup Guillermo del Toro pour Blade 2? Si, c'est lui qui l'a réalisé. C'est lui qui a réalisé, d'accord. Ouais, c'est lui qui a réalisé, je crois qu'il a participé à l'écriture aussi, donc après c'est quelqu'un qui adore les monstres, qui maîtrise tout ce qui est effets pratiques, enfin le maquillage, des choses comme ça, donc il s'implique beaucoup dans les créations de créatures et ça se ressent. Puis quand il te dépeint dans le bouquin les créatures en elles-mêmes, il y a plein de moments où quand même moi je sais que là où j'étais, tu vois, il y avait plein d'insectes et à un moment t'as en fait des espèces de vers qui peuvent rentrer en toi pour te transformer et tout, mais je devenais parano quoi. Dès qu'il y a des insectes, je me frappais comme une folle. Parce que t'es pas parano des insectes dès le Mais j'aime pas les insectes déjà. Mais alors là, j'étais pire, vraiment quoi. J'étais dans l'ambiance.
Moi, je travaillais à Paris à ce moment-là. Quand je disais ça dans le métro le matin pendant les 3 quarts d'heure de métro. Et il y a une scène horrible d'une attaque d'une rame de métro avec l'électricité qui se coupe. Et j'ai vraiment flippé. Enfin, comme j'étais dans le métro, vraiment, mais je l'ai vécu le truc. Quoi. C'était horrible. C'est super bien écrit. C'est vraiment bien écrit. C'est clair. Je me rappelle une scène. Justement, ils sont dans des tunnels, à des endroits où ils sont en train de creuser pour faire le fameux. Là où il y avait le World Trade Center, ils ont fait, je sais plus ce qu'ils ont fait là, enfin un mémorial. Bref, ils sont en train de creuser sur ça, et on a des persos qui vont dessous, et on entend le bruit, ils sont dans le noir, on entend les trucs qui se rapprochent, et on est dedans, mais vraiment on a l'impression d'étouffer en fait, quoi. T'as envie d'aller respirer après cette scène parce que c'est vraiment. Non mais j'aime beaucoup l'écriture. Mais il est fort ce petit Guillermo. Ok, bon, j'ai fini mes travaux de 3-dic. Donc, j'avais oublié, parce que pour vous donner les coulisses, j'avais oublié les petits papiers pour tirer au sort de quoi? Mon stylo. Il est là. Tiens. Elle est possessive avec ses stylos. Donc, on va secouer. Est-ce qu'on en tire 2? Comme ça, on est sûr d'avoir sur 2 semaines. Ouais, mais du coup, on va pas tirer à chaque fois, c'est pas un peu. Ouais, je sais pas. On en tire un. On en tire un et si ça te plaît pas, tu coupes et on fait un retirage encore. C'est pas ouais, on va faire ça, ouais. Oh, qui c'est qui pas vrai, on triche pas du tout, non. Qui c'est qui nous on a dû faire en live, il était pas content de ce qu'on avait pour Geek en série. Oui, non mais parce qu'elle tire, enfin, je déteste, j'aime pas trop les zookers, je sais pas si tu vois qui c'est. Les As, les As, ouais. Bah, c'est les Zucker, c'est les Zucker. Oui, c'est les frères Zucker et Abraham. C'est ce qu'on fait. Y a-t-il un pilote dans l'avion qui ont fait Police Squad et du coup, vu qu'on parle d'adaptation de série, ben on a tiré. Elle avait Mr Bean dans le lot en plus. Et ben il y avait une adaptation. C'est une adaptation de série. C'est une merde. C'est une adaptation de série, mais il faut en parler en termes d'adaptation. Donc bon. Mais au lieu de sélectionner ces trucs, mais j'ai sélectionné. Elle a mis des trucs. Eh ben non, parce que c'est le jeu. C'est le jeu. Et donc on est tombé sur Chips et sur y a-t-il un film. Noémie, passe ton micro à Noémie, c'est elle qui va, puisqu'elle demandait. Je vais m'appliquer. T'as intérêt à choisir un bon. Après il nous a dit qu'il aimait tout Vertigo, donc ça peut pas ne pas. Ouais, j'aime tout Vertigo. Effectivement. Attention, musique de suspense. Après j'ai écrit très mal, donc ça se trouve tu vas pas réussir à me relire. Y The Last Man. Ok, bah c'est cool, je suis content. Je suis satisfait. Ah, la foule est satisfaite. Brian Kevogan. Je pense que vous allez kiffer. C'est pas un bouquin à la base, ça? Non, c'était un comics. C'est un comics qui va bientôt arriver, je crois, en série télé. Non. Oh, jamais je tire moi. Bah tu peux en tirer un, on va pas le faire. Je les tirerai tous dans Geek en série. Maintenant, voilà. Non. Non mais c'est bon. Donc la semaine prochaine on parle de Y de la semaine. Est-ce que vous serez là la semaine prochaine? On espère. Ah non. Moi je pense qu'on sera plutôt en train de travailler sur notre fabuleux projet de 2e salle si on veut pouvoir l'ouvrir en septembre comme on le promet à tout le monde. C'est vrai. Donc point de Y de la semaine. C'est dommage pour vous. Je sais pas, le suspense reste entier. Oui, effectivement. Bonjour d'enregistrement. C'est une histoire de monde où tous les hommes sont morts sauf un. Et voilà. Tant mieux, c'est un monde qui doit être bien, ça, que des femmes, c'est bon. Et donc voilà. Il y a un super épisode de Sliders. Non, plus vieux encore, de Au-delà du réel. Oui. Voilà. Si je me rappelle. Qui est donc et genre je serais curieux de savoir qui a été en premier. Est-ce que c'est le comics ou est-ce que c'est Au-delà du réel. C'est Au-delà du réel. Le comics il est plus récent. Ouais. D'accord, parce que vraiment il était génial sur ce sujet-là. Mais sinon la base c'est pas le roman que t'avais lu là avec le mec là, c'est le dernier sur Terre dans un labyrinthe là. Enfin pardon, je digresse hein. Mais non, c'est pas grave. Voilà. Non, c'est l'homme dans le labyrinthe. Oui, c'est ça, mais du coup non, c'est pas tout à fait. Eh bien, très bien, donc c'est tombé à plat. Voilà. C'est pas grave, mais bien tenté. Tu pourras. Mais le scénariste Brian Kevogan de la semaine, c'était un des scénaristes de Lost. Oui, il a travaillé sur la saison 3 des meilleures séries, des meilleurs épisodes de Lost ont été. Bon, il était sur le début, je crois, de la saison 3 de Lost, me semble-t-il. Et il a filmé aussi quelques épisodes. C'est des épisodes qui ont un côté un peu Planète des singes. Ouais. Et la Planète des singes, c'est cool. Ouais, c'est très bien la Planète des singes. Petite pensée au Dr Zeus. Dr Zeus, notre ami Dr Zeus. Et si vous avez rien à faire, allez voter pour lui au Podcast Award. On ne s'est pas représenté l'année dernière, même si nous avions gagné avec Comedy Discover. Enfin, on avait gagné. T'avais pas gagné, t'avais fini 2e. Oui, mais on avait fini 2e, mais il y avait d'autres podcasts comics et on était premier dans les podcasts comics. Oh là là. Donc voilà, c'est cool, non? Moi Oui.
Moi, je dis que c'est bien de partir. Oui, bravo. Moi, je vous félicite et c'est mérité. Merci beaucoup. Et n'encourage pas. Et je mange en même temps, c'est dégueulasse, je suis désolé. C'est dégoûtant. Du coup, on a fini. On vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et notamment sur notre site internet. Comics Discovery, où vous pouvez retrouver toute notre actualité sur James et Faye, que ce soit les réseaux sociaux ou le site internet. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Easter Egg 11 rue des Sœurs Noires. Putain, je vais la connaître par cœur, cette adresse of force. Et sur Easter Egg Montpellier. Ils ont une boutique en ligne. Oui, sur la boutique en ligne. C'est vrai. Vous faites de la VPC, vous envoyez Oui, ça y est, c'est que à la boutique. Le site, on a lancé le site. Alors il n'y a pas encore du tout ce qu'il y a en magasin, mais on rajoute des produits régulièrement. C'est pas commandé et on reçoit à la boutique. C'est alors vraiment en fait vous pouvez soit vous pouvez commander sur le site et venir les retirer à la boutique. Mais si vous habitez à l'autre bout de la France, on envoie. Il y a pas de problème. Ça marche comme Darty quoi. On peut commander et puis à venir chercher dans les 2 heures quoi. C'est ça, exactement. Sauf que nous c'est immédiat. Tout stock qui est en magasin. C'est génial. C'est génial. Et sinon on fait une émission sur les Gunpla. Comment? On fait une émission sur les Gunpla. On pourrait, ouais. Après, il faudrait que ce soit vidéo, du coup. Ah ouais, ce serait plus drôle, c'est vrai. En mode télé-shopping. Et quand on aura notre deuxième salle. Oui. Parce que ça sera génial, on pourra faire en septembre. Tu l'annonces en direct. Alors, on va dire en octobre. Si tout va bien. Si tout va bien, voilà. Sauf imprévu. Ça sera absolument formidable, vous verrez. Ok. Et toujours pas d'indice sur le thème? Non. D'accord, merci. Je dirais que c'est une salle qui va être très verticale et horizontale. D'accord. Voilà, comme ça. Tu vois, j'ai deviné en les regardant. Du coup, voilà, c'est tout. Peut-être que cette semaine, vous aurez le droit à un petit bonus sur Spider-Man Far From Home, puisque on est en train d'organiser ceci avec les autres membres de l'équipe. Et pas toi, oui, parce que tu n'as pas aimé le film. Mais si vous avez envie, j'ai participé à Comics Office sur le film, où j'ai dû essayer de défendre ce pauvre film face à 2 méchants haters du MCU. En fait, j'aurais dû y aller, on aurait dit que du mal. Ouais. Mais au final, ils étaient tellement en train de dire du mal que j'ai suivi ce qu'ils disaient et j'en ai dit du mal. Je suis un peu, on en dirait. Il y a que la scène bonus qui vend du rêve. Il y a le meilleur caméo de tout le MCU. Et dans ce film, sachez-le. Et ça vend du rêve. Ouais. Voilà, je ne dirai pas plus. On dira en off si vous avez envie de savoir. Non. Du coup, à la semaine prochaine James. et bye. Salut. Voilà. Salut. Salut.